Antoine Dubois n'avait pas l'habitude de s'attarder si tard dans les rues de Paris. L'horloge affichait 23h23 et la température avait chuté en même temps que le soleil. L'hiver à Paris avait toujours été impitoyable, une guerre silencieuse contre quiconque n'avait nulle part où aller. En rentrant de son bureau, marchant sur les flaques gelées sous la lumière vacillante des lampadaires, Antoine serra plus fort son manteau de laine grise contre sa poitrine. Il aurait pu héler un taxi ou appeler son chauffeur, comme à son habitude. Mais ce soir, quelque chose l'avait poussé dans les rues, dans le bruit de la ville qui ne dort jamais, peut-être pour échapper au silence de son appartement avec vue sur la Seine. C'est alors qu'il le vit. Au premier abord, cela ressemblait à un simple tas de cartons abandonnés près de la devanture fermée d'un bouquiniste, mais il remarqua ensuite une petite chaussure rose, usée et délavée, qui dépassait de ce qui était en réalité un abri de fortune. Antoine ralentit le pas. Il s'arrêta, regarda autour de lui, cherchant un adulte, une explication logique à ce dont ses yeux témoignaient. Il ne trouva que le vent glacial et le son lointain des klaxons. Il s'approcha lentement, comme on approcherait un animal sauvage, sans vouloir l'effrayer. « Bonjour » appela-t-il en se penchant. « Il y a quelqu'un » Aucune réponse ne vint immédiatement. Antoine était sur le point de renoncer, pensant qu'il ne s'agissait peut-être que de détritus, quand un mouvement subtil fit trembler les boîtes en carton. Et puis, à travers une petite ouverture, deux yeux apparurent, immenses, bruns, effrayés. Des yeux d'enfant. « Hé !» dit Antoine en s'accroupissant. « Ça va ?» Les yeux clignèrent, et lentement, comme une petite créature sortant de son terrier, le visage d'une petite fille apparut. Elle ne devait pas avoir plus de 4 ans. Des cheveux sombres et en désordre encadraient un visage sale, aux traits délicats, comme une poupée de porcelaine oubliée. Antoine sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Il n'était pas du genre à être facilement ému. En tant que PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, Antoine Dubois avait tout vu, négociant avec les requins les plus impitoyables du marché. Il avait bâti un empire avant ses 30 ans, et maintenant, à 32 ans, il se trouvait totalement sans voix devant une enfant sans abri. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il, essayant de garder sa voix stable. « Où sont tes parents ?» La fillette ne répondit pas. Elle continuait de le regarder avec ses grands yeux, comme pour décider s'il était une menace. « Il gèle dehors, poursuivit Antoine. « As-tu besoin d'aide ? Je peux appeler quelqu'un. » Puis, lentement, elle sortit un peu plus de sa cachette. Elle portait un manteau bien trop fin pour la saison, et ses petites mains serraient quelque chose contre sa poitrine, un objet qu'Antoine ne put identifier immédiatement. Quand elle parla, sa voix était presque un murmure, mais claire comme le son d'une cloche. Ce n'est pas un lit, mais au moins, ça protège du froid. Cette déclaration, dite avec l'innocence brute que seuls les enfants possèdent, frappa Antoine comme un coup de poing. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, mais comment elle le disait, sans apitoiement, énonçant simplement un fait, comme si dormir enveloppé dans du carton, dans une ruelle, était normal pour une fillette de 4 ans. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, gardant sa voix aussi calme que possible pour cacher son choc. « Margot » répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Cette fois ?»« Margot » répéta Antoine. « Je suis Antoine. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ? Où est ta maman ?» Au lieu de répondre, Margot bougea, provoquant une légère déchirure du carton. C'est alors que l'objet qu'elle serrait contre sa poitrine devint visible. Une photographie, petite, un peu froissée sur les bords, protégée par une pochette en plastique usée par le temps. Antoine tendit lentement la main. « Je peux voir ça ?» Un instant, Margot hésita. Son petit bras se retira comme pour protéger son trésor le plus précieux. Mais quelque chose dans les yeux d'Antoine la fit changer d'avis. Elle lui tendit la photo. Antoine la prit avec précaution et, quand il la retourna, il sentit ses genoux fléchir. Le choc fut si grand qu'il trébucha, atterrissant sur un genou sur le sol froid. Sur la photo, une jeune femme souriait à l'appareil, un sourire qu'il connaissait aussi bien que son propre reflet dans le miroir, même après 5 ans sans le voir. Claire, sa sœur, qui avait disparu sans laisser de traces. «
Où as-tu eu ça » La voix d'Antoine sortit faible, presque inaudible. Margot pencha la tête sur le côté, confuse par sa réaction. « C'est ma maman, » dit-elle simplement. Le monde sembla tourner autour d'Antoine. C'était impossible. Claire avait disparu il y a 5 ans après une terrible dispute entre eux. Il avait engagé des détectives, offert des récompenses, cherché dans tous les coins du pays. Et maintenant, une enfant sans abri sur un trottoir parisien avait une photo récente d'elle. « Ta maman !» répéta-t-il, incapable de traiter l'information. « Elle était malade », dit Margot en haussant les épaules. « Elle m'a dit d'attendre, mais elle n'est jamais revenue. » Antoine regarda de nouveau la photo. C'était sans aucun doute Claire, et la photo semblait récente. Sa sœur était en vie, et apparemment, elle avait une fille. Sa nièce. Il avait une nièce. « Margot » dit Antoine, luttant pour garder son sang-froid. « Depuis combien de temps es-tu ici ?»« Beaucoup de jours, » répondit-elle. « D'abord, je suis resté avec la dame aux cheveux jaunes, mais elle m'a emmené dans un grand endroit avec beaucoup d'enfants. Je n'aimais pas ça, alors je suis parti pour chercher maman. Un foyer. Elle avait dû fuir un foyer pour enfants. Même le vent glacial ne pouvait calmer l'esprit d'Antoine, qui tourbillonnait de questions. Où était Claire maintenant? Pourquoi sa fille était-elle seule dans la rue? Que s'était-il passé? « As-tu faim ?» demanda-t-il, sachant qu'il devait faire quelque chose de concret, tout en essayant de donner un sens à la situation. Margot hocha timidement la tête. « Tu veux venir avec moi? On peut trouver quelque chose de chaud à manger? Un burger, peut-être ?» Les yeux de la fillette s'illuminèrent, mais elle cacha vite son excitation. Antoine reconnut ce regard, le même qu'il voyait dans le miroir tous les jours. Méfiance, prudence. « N'aie pas peur, » ajouta-t-il. « Je veux juste aider. » Après un moment d'hésitation, Margot tendit sa petite main pour reprendre la photo. Antoine la lui rendit, remarquant comment elle la pressa immédiatement contre sa poitrine, comme si c'était un talisman. « Est-ce que les burgers viennent avec des frites ?» demanda-t-elle, sa voix un peu plus forte maintenant. Antoine ne put s'empêcher de sourire. « Oui, des frites. Beaucoup de frites. » Lentement, elle sortit complètement de son abri de carton. Elle était encore plus petite qu'Antoine ne l'avait imaginé, mince, portant des vêtements trop grands pour elle. Mais il y avait quelque chose de déterminé dans sa façon de se tenir, quelque chose de courageux qui ne correspondait pas à une si petite personne. « Tu connais ma maman ?» demanda-t-elle, surprenant Antoine par sa perspicacité. Il prit une profonde inspiration. « Oui, Margot, je la connais. » Ils marchèrent en silence jusqu'à un bistrot encore ouvert au coin de la rue. Ce n'était pas un endroit chic, juste un de ces petits lieux qui restent allumés toute la nuit. Un refuge pour les chauffeurs de taxi, les travailleurs de nuit et, occasionnellement, les gens qui n'ont nulle part où aller. La serveuse regarda curieusement l'homme en costume chair, accompagné d'une enfant sale et débraillée, mais ne posa aucune question. Paris était une ville pleine d'histoires étranges. Ils s'assirent à une table dans un coin. Antoine commanda un burger complet, des frites et un milkshake au chocolat pour Margot. Pour lui-même, juste un café. Pendant qu'ils attendaient, il essaya d'organiser ses pensées. Claire disparue depuis 5 ans, une nièce dont il ignorait l'existence, et la fillette seule dans la rue. Rien n'avait de sens. Quand la nourriture arriva, Margot fixa l'assiette, comme si c'était un trésor. Mais elle ne se jeta pas dessus comme Antoine s'y attendait. Au lieu de cela, elle prit une frite avec précaution, presque avec révérence, et en prit une petite bouchée. Antoine la regarda, fasciné. Ses mouvements étaient petits, mesurés. Elle mangeait comme quelqu'un qui avait appris à faire durer la nourriture. Entre 2 frites, elle sirotait son milkshake, comme pour le faire durer le plus longtemps possible. « Tu peux manger tout ce que tu veux, » dit Antoine. « Si tu en veux plus, j'en commanderai. » Elle le regarda avec méfiance, puis prit le burger à 2 mains. Elle mangea lentement, mâchant chaque bouchée à fond avant d'avaler. Le silence n'était rompu que par les bruits du bistrot, le cliquetis de la vaisselle, les conversations lointaines, la radio diffusant une vieille chanson. Antoine attendit patiemment. Il savait qu'il ne servirait à rien de la presser. C'est après avoir fini la moitié du burger que Margot commença à parler. « Maman est tombée très malade, » dit-elle en fixant son assiette. Elle toussait beaucoup, elle restait au lit.
Antoine hocha la tête, l'encourageant à continuer. Un jour, elle a dit qu'elle allait chercher des médicaments. Elle m'a dit d'être sage et d'attendre. Elle n'est jamais revenue. Sa voix était si simple et directe que cela rendait l'histoire encore plus dévastatrice. « Où habitiez-vous, toi et ta maman, Margot ?» Dans une toute petite chambre avec une vieille dame acariâtre. Quand maman n'est pas revenue, la dame m'a emmené dans un grand endroit. Il y avait d'autres enfants et des règles. Elle plissa le nez en disant « Règles ?» « Le foyer » murmura Antoine. « Je me suis enfui » continua-t-elle en prenant une autre frite. « Je voulais trouver maman. Elle m'a dit de garder la photo en sécurité. C'est important. »« Et tu l'as gardée très en sécurité » dit Antoine en essayant de sourire. Margot hocha la tête solennellement. « J'ai appris à dormir dans de petits endroits. Des gens gentils donnent parfois de la nourriture. Les gens méchants crient. Mais si on reste très silencieux, ils ne nous voient pas. » Antoine sentit une boule dans sa gorge. Une enfant de 4 ans ne devrait pas savoir se cacher pour survivre dans la rue. « Il y a combien de temps que ta mère est partie ?» Margot haussa les épaules. « Beaucoup de jours. D'abord, il y avait des feuilles sur les arbres, puis elles sont tombées. Maintenant, il y a de la glace. Des mois. Elle était donc seule ou dans des foyers depuis au moins l'automne. »« Connais-tu le nom complet de ta mère ?»« Claire, dit-elle. » Et Antoine sentit son cœur manquer un battement. Claire Dubois. Claire utilisait donc toujours le nom de famille, un autre détail qui n'avait pas de sens compte tenu de la façon dont ils s'étaient séparés. « Margot, dit Antoine en se penchant en avant, sais-tu ce qui est arrivé à ta mère? Pourquoi elle n'est pas revenue ?» La fillette baissa les yeux, comme si la réponse était cachée parmi les frites. « Je pense qu'elle s'est perdue, dit-elle finalement. Ou peut-être que les méchants hommes l'ont emmenée? Les méchants hommes, ceux dont elle avait peur. Maman regardait toujours derrière nous quand on marchait dans la rue. Elle disait qu'on devait faire attention. Un frisson parcourut Antoine qui n'avait rien à voir avec le temps. Claire avait peur de quelqu'un. Elle était en danger. Margot finit son burger et jeta un regard timide à l'assiette vide. « Tu en veux plus ?» demanda Antoine. Elle secoua la tête. « Ça va. » Antoine étudia le petit visage fatigué en face de lui, une enfant qui avait déjà traversé plus d'épreuves que beaucoup d'adultes. Sa nièce, sa propre chair et son propre sang. La décision vint instantanément, sans hésitation. « Margot, dit-il, tu viens avec moi tout de suite. Nous rentrons à la maison. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Ta maison ?»« Oui, ma maison. Elle est grande, avec un lit chaud et de la nourriture. Et nous allons trouver ta mère. Je te le promets. Tu vas m'aider à trouver maman ?» L'espoir dans sa voix était presque douloureux à entendre. « Je le ferai, » promit Antoine. « Je ferai tout ce que je peux. » Margot l'étudia un instant. Puis, avec la sagesse d'une personne bien plus âgée, elle demanda « Pourquoi ?» La question le prit au dépourvu. Comment expliquer à une enfant de 4 ans les liens familiaux, les années de regret et la chance de rédemption qu'elle lui offrait sans le savoir? « Parce que, dit Antoine, la dame sur ta photo, Claire, c'est ma sœur. Je suis ton oncle, Margot. » Elle cligna des yeux, traitant l'information. « Oncle ?» répéta-t-elle en testant le mot. « Comme dans les livres d'histoire ?»« Exactement comme dans les livres d'histoire, » confirma-t-il. Margot prit la dernière frite, en prit une bouchée pensive, puis posa la question qu'Antoine redoutait. « Si tu es le frère de maman, pourquoi elle ne m'a jamais parlé de toi ?» Antoine soupira. Comment expliquer des années d'éloignement, des mots durs échangés, l'orgueil et l'entêtement qui avaient séparé un frère et une sœur si longtemps? « Parfois, répondit-il avec précaution, les gens qui s'aiment très fort se disputent et arrêtent de se parler. C'est ce qui s'est passé avec ta mère et moi, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus. » Margot sembla y réfléchir un instant, puis, à la surprise d'Antoine, elle tendit sa petite main et toucha la sienne. « Tu as l'air triste, » dit-elle. Maman était triste aussi, parfois. Elle regardait au loin et pleurait quand elle pensait que je dormais. Le simple commentaire direct frappa Antoine comme une flèche au cœur. L'image de Claire pleurant seule,
avec une jeune fille, se cachant de quelque chose ou de quelqu'un, le rendit malade. « Nous la trouverons, Margot, » promit-il en serrant doucement sa petite main sale. « Mais d'abord, nous devons prendre soin de toi. » Il paya l'addition, laissant un pourboire généreux, et ils sortirent dans la nuit froide. Antoine enleva son manteau et le posa sur les petites épaules de Margot. Même plié plusieurs fois, il était immense sur elle. « C'est loin ?» demanda-t-elle, en essayant de ne pas bâiller. « Non, ce n'est pas loin, » répondit-il en remarquant son épuisement. « Tu veux que je te porte ?» Elle hésita, l'orgueil luttant contre la fatigue. Finalement, elle tendit les bras en signe de reddition. Antoine la souleva, surpris de sa légèreté. Margot posa sa tête sur son épaule, s'accrochant à lui comme un petit koala. La photo de Claire serrée fermement dans sa main. En marchant vers son appartement, portant son nouveau trésor, Antoine Dubois sut que sa vie venait de changer pour toujours. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose qu'il avait oublié. L'espoir. Le mystère de Claire devrait attendre le matin. Pour l'instant, tout ce qui comptait était l'enfant endormi dans ses bras et la promesse silencieuse qu'il se fit. À partir de ce jour, Margot serait en sécurité et il ferait n'importe quoi pour tenir cette promesse. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Antoine avait ramené Margot chez lui. La première nuit avait été étrange pour tous les deux. Ils ne savaient pas comment s'occuper d'un enfant. Elle se méfiait de cet appartement surdimensionné et trop silencieux. La première semaine fut un chaos organisé. Antoine engagea une équipe pour transformer la chambre d'amis en un espace adapté à une fillette de 4 ans. Les murs gris devinrent d'une douce nuance aigue marine. De nouveaux meubles, un lit avec des barrières de sécurité, des étagères basses, des jouets qu'il ne savait pas comment choisir, qu'il acheta sous les conseils enthousiastes de vendeurs souriants. « Depuis combien de temps est-elle avec vous ?» demanda l'une des conseillères du magasin alors qu'il payait un nombre absurde de peluches. « Pas longtemps » fut tout ce qu'Antoine répondit. Il n'enregistra pas officiellement la présence de Margot. Pas encore. D'abord, il devait découvrir ce qui était arrivé à Claire, comprendre pourquoi sa sœur avait disparu avec un petit enfant, pourquoi la fillette s'était retrouvée dans la rue. Il avait seulement dit à son assistante de direction, Sophie, qu'il était temporairement responsable d'une nièce. Elle haussa ses sourcils parfaitement dessinés, mais ne posa aucune question au-delà du nécessaire. Elle réorganisa simplement son emploi du temps et engagea une spécialiste du développement de l'enfant pour le guider. Les premiers jours furent difficiles. Margot se réveillait en hurlant au milieu de la nuit, des rêves terribles qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas expliquer. Les premières nuits, Antoine essaya juste des mots de réconfort depuis le seuil de la porte. La 3e nuit, quand les pleurs semblaient interminables, il entra enfin, s'assit sur le bord de son lit et posa maladroitement sa main sur ses cheveux. « C'est bon, Margot, tu es en sécurité. » Ce fut suffisant. Sa respiration se calma, ses yeux se refermèrent. Il resta là jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle s'était rendormie. Maintenant, 23 jours plus tard, une sorte de routine se formait entre eux. Une danse prudente, comme des partenaires qui apprennent encore les pas de l'autre. Au début, Antoine tenait ses réunions par appel vidéo depuis son bureau à domicile. Il gardait une oreille attentive au bruit dans l'appartement, inquiet de ce que Margot pouvait faire, même avec la nounou qu'il avait engagée pour la surveiller. Mais il réalisa bientôt que Margot était étonnamment indépendante. Non pas qu'elle n'ait pas besoin de surveillance. Elle n'avait encore que 4 ans, mais il y avait une autonomie chez elle, qui était inhabituelle pour son âge. Antoine y reconnut le résultat de tout ce qu'elle avait traversé dans sa courte vie. Un matin, après avoir terminé un appel vidéo, il sortit de son bureau et trouva Margot assise au milieu du salon, entourée de feuilles de papier. Elle dessinait intensément, la langue sortant du coin de la bouche, ses petits doigts agrippant un crayon de cire. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il en s'agenouillant pour voir. Margot leva fièrement le papier. C'était un dessin de 2 bonshommes allumettes, un petit, manifestement elle-même, et un plus grand portant ce qui ressemblait à un costume. « C'est moi et toi, Anto. » C'était la première fois qu'elle raccourcissait son nom. Antoine sentit quelque chose de chaud s'épanouir dans sa poitrine, une sensation qu'il ne pouvait nommer. « Anto » répéta-t-il,
sans la corriger. Après cela, ce devint une routine. Chaque matin, après ses premiers appels, il trouvait le temps de s'asseoir sur le sol du salon et de dessiner avec elle. Au début, juste des gribouillages aléatoires. Mais bientôt, il se retrouva à dessiner des maisons, des arbres, des gens et des animaux pour divertir sa petite compagne. « Tu dessines très bien », dit-elle un jour en admirant l'éléphant qu'il avait esquissé. Antoine rit. « En fait, j'étais nul en cours d'arts plastiques à l'école. » Margot fronça les sourcils, confuse. « C'est quoi les cours d'arts plastiques ?» Et ainsi, sans s'en rendre compte, il commença à lui raconter son enfance. De petites histoires, des fragments de mémoire qu'il ne savait même pas qu'il avait encore. Les cours d'art du samedi que leurs parents l'obligeaient à suivre. Le professeur à la grosse moustache qui sentait toujours la peinture. Comment Claire, de 3 ans sa cadette, créait les plus belles peintures alors qu'il luttait pour dessiner des lignes droites. Il ne mentionna jamais que Claire était la mère de Margot. La fillette ne demanda jamais, et il n'en parla pas. C'était comme s'ils partageaient un accord tacite. Peu à peu, entre les dessins et les conversations informelles, les matinées devinrent quelque chose qu'Antoine attendait avec impatience. Les soirées développèrent aussi leur propre routine. Antoine remarqua qu'il rentrait plus tôt maintenant, non par obligation, mais parce qu'il le voulait. Auparavant, l'appartement n'était qu'un endroit pour dormir. Maintenant, il semblait plus léger, bien qu'il ne puisse expliquer pourquoi. Il commença à apporter de petits cadeaux à Margot, pas des choses chères. Il apprit vite que l'extravagance la mettait mal à l'aise. Un livre avec des illustrations colorées, un puzzle, une boîte de crayons de meilleure qualité que les précédents. Le puzzle devint un autre rituel. Après le dîner, ils étalaient les pièces sur la table basse et y travaillaient ensemble. Au début, c'étaient de simples puzzles de 20 ou 30 pièces, mais Antoine remarqua que Margot comprenait vite les motifs. Alors, il commença à en apporter de plus complexes. Elle se révéla exceptionnellement douée. « Comment fais-tu pour aller si vite ?» demanda-t-il un soir, après qu'elle eut trouvé 3 pièces correspondantes d'affilée. Margot haussa les épaules. « Je cherche juste les couleurs qui vont ensemble. » Mais c'était plus que ça. C'était une aptitude pour les motifs, pour voir ce que les autres ne voyaient pas. Antoine prit une note mentale pour chercher des écoles qui nourrissaient ce genre d'intelligence le moment venu. Le moment venu. Comme s'il imaginait déjà qu'elle resterait, comme s'il la voyait comme une partie permanente de sa vie. Un samedi pluvieux, après avoir passé la matinée à travailler sur un puzzle de 500 pièces, il la trouva regardant tristement par la fenêtre. « Tu veux faire quelque chose de différent aujourd'hui ?» Margot se retourna, pleine d'espoir. « On peut regarder des dessins animés ?» Antoine réalisa que, malgré l'achat de nombreux jouets, il n'avait jamais allumé la télévision pour elle. Non pas qu'il ait des règles strictes. Il n'y avait tout simplement jamais pensé. « Bien sûr, » dit-il en prenant la télécommande. « Quel genre de dessins animés aimes-tu » Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas. Au foyer, il n'y en avait qu'un sur un lapin. » Antoine parcourut les chaînes pour enfants, mais rien ne semblait l'intéresser. Puis, il eut une idée. « Attends ici. » Il alla à son bureau et ouvrit une boîte qu'il n'avait pas touchée depuis des années. À l'intérieur se trouvaient de vieux DVD de sa propre enfance, qu'il avait gardés pour des raisons sentimentales qu'il n'admettrait jamais. Il revint avec un boîtier poussiéreux et le montra à Margot. « C'était mon dessin animé préféré quand j'avais ton âge. » Ses yeux s'illuminèrent au début du générique. C'était un vieux dessin animé, avec une animation plus simple selon les normes modernes, mais il avait un charme qui transcendait le temps. Une histoire sur une famille d'ours qui explorait des forêts magiques. « Le petit ours te ressemble », dit soudain Margot en montrant l'écran. Antoine rit. « Pourquoi penses-tu ça ? Il a l'air sérieux, mais il n'est pas méchant. Il ne sait juste pas bien sourire. » L'observation, si directe, le prit au dépourvu. Était-ce ainsi qu'elle le voyait ? Quelqu'un qui ne savait pas sourire. Cet après-midi-là, ils regardèrent 3 épisodes d'affilée. Antoine fut surpris de se souvenir de chaque détail, même des lignes de dialogue. Margot se blottit à côté de lui sur le canapé, riant au bon moment, posant des questions auxquelles il ne pouvait parfois pas répondre. Pourquoi le grand ours n'a-t-il pas d'amis ? Pourquoi le renard ment-il toujours ? Est-ce que les ours trouveront la montagne magique ?
Antoine répondit du mieux qu'il put, réalisant qu'il répétait inconsciemment les explications que sa propre mère leur avait données, à lui et à Claire, des décennies auparavant. Après ce jour, le plus grand changement se produisit. C'est alors qu'Antoine réalisa qu'il n'hébergeait pas seulement Margot. Il construisait une nouvelle vie avec elle. Un soir, il rentra tard d'une réunion. Il avait dit à Margot qu'il serait à la maison après son heure de coucher et avait demandé à la nounou de rester jusqu'à son arrivée. Mais quand il entra, il trouva la nounou endormie dans un fauteuil et Margot étendue sur le canapé, un livre de contes ouvert sur sa poitrine. Il congédia discrètement la nounou et resta là à regarder Margot dormir. Elle avait l'air si petite, si vulnérable. La pensée qui l'avait hantée pendant des semaines revint. Et s'il ne l'avait pas trouvée cette nuit-là, combien de temps aurait-elle survécu dans la rue? Il prit une couverture légère et la couvrit doucement. Il était sur le point de partir quand il entendit une voix endormie. « J'aime vivre ici avec toi, Anto. » Il se figea, ne sachant comment répondre. Quand il se retourna, il vit que ses yeux étaient de nouveau fermés. Elle avait parlé dans son sommeil, ou presque. Poussé par une impulsion qu'il ne pouvait expliquer, Antoine s'assit sur le sol à côté du canapé. Il resta là à regarder le visage paisible de Margot, ressentant quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. C'est à ce moment, en voyant sa poitrine se soulever et s'abaisser au rythme de sa respiration douce, qu'il comprit la vérité. L'empire entier qu'il avait bâti, tout l'argent qu'il avait accumulé, ne signifiait rien comparé à cela. Cet enfant, qui était entré dans sa vie dans des circonstances impossibles, valait plus que n'importe quelle fortune. Le dimanche suivant, il décida qu'ils avaient besoin d'une sortie. Le temps était beau, une rare journée ensoleillée après une semaine de pluie. Le parc des Buttes-Chaumont semblait le choix évident. « Je ne suis jamais allé dans un parc avant », dit Margot, alors qu'il l'aidait à nouer ses lacets. Antoine sentit ce pincement familier. Chaque nouvelle découverte sur l'enfance limitée de Margot le peinait d'une nouvelle manière. « Alors tu vas adorer, promit-il. Il y a des balançoires, des toboggans et un lac avec des canards. » Il s'habilla de manière décontractée, en jean et t-shirt simple, quelque chose qu'il portait rarement. Ils y allèrent à pied, sa petite main fermement dans la sienne. Margot avait les yeux écarquillés, montrant du doigt les chiens, les vendeurs de ballons, un groupe de musiciens de rue. Le parc était plein de familles profitant du beau temps. Antoine sentit une pointe d'inconfort. Avait-il l'air d'un véritable oncle et d'une nièce? Ou les gens ne verraient-ils qu'un homme seul avec un petit enfant et poseraient-ils des questions? Mais ses inquiétudes s'évanouirent quand Margot aperçut les balançoires. Elle lui serra la main et montra du doigt, incapable de contenir son excitation. « On peut y aller ?» Antoine réalisa avec surprise qu'il ne l'avait jamais vue aussi animée. La Margot qu'il connaissait était réservée, presque trop sérieuse pour son âge. La voir agir comme n'importe quel autre enfant lui réchauffa le cœur. Bien sûr qu'on peut. Il l'aida à monter sur la balançoire, lui montrant comment tenir les chaînes. « Maintenant, je vais te pousser, et tu vas voler. D'accord ?» Margot hocha la tête, les yeux brillants d'anticipation. Antoine commença à la pousser doucement, augmentant progressivement la hauteur. Son rire, fort, libre, sans retenue, était comme de la musique. Bientôt, il riait aussi, un son qu'il reconnaissait à peine comme le sien. Quand avait-il ri comme ça pour la dernière fois? Il ne s'en souvenait pas. Il poussa la balançoire plus haut, et le rire de Margot se transforma en cri de joie. Elle était complètement dans le moment présent, lui faisant confiance pour la garder en sécurité. Après la balançoire vinrent le toboggan, la bascule, le manège tournant. Antoine, qui trouvait autrefois les enfants bruyants dans les parcs bondés agaçants, se retrouva à rire aux éclats, à la poursuivre, à profiter de chaque seconde. C'est lors d'une course maladroite entre les structures de jeu que cela arriva. Margot, regardant derrière elle pour voir s'il la suivait, ne remarqua pas la petite bosse sur le chemin. Elle trébucha et tomba, s'écorchant le genou sur le gravier. Antoine se précipita vers elle, le cœur battant. Il la releva du sol,
vérifiant le genou qui montrait déjà une marque rouge et quelques égratignures. « Margot, ça va? Ça fait très mal ?» Elle cligna des yeux plusieurs fois, regardant l'égratignure. Sa lèvre inférieure trembla légèrement, mais elle prit une profonde inspiration et se ressaisit. « Ça fait un peu mal. »« Mais tu es là, alors ça va. » Quelque chose se brisa à l'intérieur d'Antoine. La confiance absolue dans ses yeux, la certitude que parce qu'il était là, tout irait bien. C'était une responsabilité plus grande que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Et en même temps, plus gratifiante que n'importe quelle réussite professionnelle. « Oui, je suis là, dit-il, la voix épaisse d'émotion, et je serai toujours là. » C'était une promesse qu'il n'avait pas prévu de faire, mais elle vint naturellement, et en la prononçant, il réalisa qu'il la pensait. Il nettoya l'égratignure avec des lingettes humides qu'il avait dans sa poche. Heureusement, Sophie avait insisté. « Les enfants se salissent, patron. Croyez-moi. » Puis il acheta une glace à Margot et ils s'assirent sur un banc à regarder les canards sur le lac. « Merci pour la meilleure journée de ma vie, Anto, » dit-elle, de la glace coulant sur son menton. Il sourit, lui essuyant le visage avec une serviette. « De rien, ma puce. » Le surnom sortit spontanément, et il resta. Alors qu'il rentrait à la maison, Margot marchait avec une légère claudication. Elle essayait de le cacher. Antoine prit une autre décision. Il devait découvrir ce qui était arrivé à Claire. Le lundi suivant, après avoir laissé Margot à la maison avec la nounou, Antoine appela Sophie dans son bureau. « J'ai besoin que vous engagiez quelqu'un, » dit-il en fermant discrètement la porte. « Quel genre de professionnel, monsieur Dubois ?» Antoine n'hésita qu'un instant. « Un détective privé, le meilleur que vous puissiez trouver. » Sophie ne montra aucune surprise. « Puis-je demander quel sera l'objet de l'enquête ?»« Ma sœur, Claire Dubois, disparue depuis 5 ans. J'ai récemment découvert qu'elle a une fille, la petite qui est avec moi. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. » Elle hocha la tête, prenant des notes rapides. « Des détails spécifiques qui pourraient aider la recherche ?» Antoine ouvrit un tiroir et sortit une copie de la photo que Margot portait toujours. J'ai des raisons de croire que cette photo est récente, peut-être 2 ans au plus. Et d'après ce que la fillette m'a dit, elle vivait dans des conditions précaires, déménageant fréquemment. Cela signifie que votre sœur est ou était en vie il n'y a pas si longtemps. Exactement. Et je veux savoir pourquoi elle a disparu quelques jours seulement avant que Margot ne se retrouve dans la rue. Sophie étudia la photo un moment. Compris, j'engagerai quelqu'un tout de suite. Une semaine plus tard, le détective présenta son premier rapport. Claire avait en effet vécu à au moins 6 adresses différentes au cours des 3 dernières années, toujours de petits appartements ou des chambres louées dans des quartiers modestes. Elle utilisait son vrai nom à certains endroits, de faux noms à d'autres. Elle travaillait à des emplois temporaires, ne restant jamais plus de quelques mois au même endroit. Tout indiquait qu'elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. La dernière adresse connue était une chambre louée dans la maison d'une femme âgée à environ 10 rues de l'endroit où Antoine avait trouvé Margot. La propriétaire confirma que Claire était partie une nuit, laissant l'enfant derrière elle, promettant de revenir dans quelques heures. Quand elle n'était pas revenue, la femme avait emmené Margot dans un foyer pour enfants. « Et ma sœur ?» demanda Antoine, sentant son cœur se serrer. Le détective secoua la tête. « Nous ne savons toujours pas. Il n'y a aucune trace de décès, d'hospitalisation ou d'arrestation sous son nom. Elle a simplement disparu. Pensez-vous qu'elle a abandonné sa fille ? Je ne peux pas le dire, mais d'après les témoignages des voisins et de la propriétaire, elle était extrêmement dévouée à la fillette. Quelque chose a dû se passer. » Antoine le remercia pour le rapport et lui demanda de poursuivre l'enquête. En rentrant chez lui ce soir-là, un nouveau sentiment d'espoir l'accompagnait. Il n'y avait aucune preuve que Claire était morte. Elle pourrait être là, quelque part, ayant besoin d'aide, tout comme Margot. Quand il arriva, il trouva Margot dans le salon, concentrée sur un nouveau puzzle. Elle leva les yeux et sourit en le voyant. « Regarde, Anto, j'ai déjà fait tous les bords. » Il sourit, admirant ses progrès. « C'est incroyable, ma puce. Tu es vraiment intelligente. » Il s'assit à côté d'elle et commença à chercher des pièces.
Alors qu'ils travaillaient dans un silence confortable, Antoine réfléchit au chemin qu'ils avaient parcouru ces dernières semaines. Au début, ils étaient deux étrangers, réunis par des circonstances impossibles. Maintenant, il y avait quelque chose de plus, un lien qui se développait de jour en jour, renforcé par les dessins du matin, les soirées puzzle, les sorties du week-end au parc. En regardant les petits doigts de Margot assembler les pièces avec une précision surprenante, Antoine sentit une certitude se solidifier dans son cœur. Il ferait n'importe quoi pour garder cette fille en sécurité. Et il trouverait Claire, quoi qu'il en coûte, parce que maintenant, il avait quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, une famille. Et alors que l'espoir de retrouver Claire ravivait, Antoine comprenait de plus en plus la valeur de ce qu'il avait déjà trouvé. La confiance. La confiance de cet enfant assis à côté de lui, qui avait appris à croire en lui, tout comme il apprenait à croire en elle. Il réalisa que c'était le plus grand trésor de tous. La chambre 307 de l'hôpital Hôtel-Dieu ressemblait à n'importe quelle autre. Des murs beiges délavés, des rideaux fins bloquant à peine la lumière, une horloge murale qui tic-taquait trop fort dans le silence de la nuit. La femme, allongée dans le lit, regardait les ombres danser au plafond, incapable de dormir. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Chloé ?» L'infirmière Isabelle entra, portant un plateau de médicaments. Elle était toujours gentille, avec un sourire qui semblait sincère. La femme, que tout le monde appelait Chloé, l'aimait bien. « Pareil, répondit-elle simplement. C'était la vérité. 3 mois à l'hôpital, et tout était toujours pareil. Les médecins disaient qu'on l'avait trouvée inconsciente dans la rue, heurtée par un chauffard qui avait pris la fuite. Pas de documents, pas de pièce d'identité, personne ne la cherchait. Pire que tout, pas de mémoire. Le docteur Dubois passera plus tard. Il a dit qu'il avait de bonnes nouvelles concernant votre kinésithérapie. » Chloé hocha la tête sans enthousiasme. Son corps guérissait bien. La jambe qui avait été cassée en 2 endroits pouvait maintenant supporter son poids. La coupure profonde sur son front était devenue une fine cicatrice, presque invisible sous la frange qui avait repoussé. Ses côtes ne lui faisaient plus mal quand elle respirait profondément. C'était son esprit qui restait brisé. Un vide immense, là où toute une vie devrait se trouver. « Chloé n'est même pas mon vrai nom, » dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour l'infirmière. Isabelle s'arrêta, la regardant avec compassion. « C'est juste temporaire, jusqu'à ce qu'on découvre qui vous êtes. » Mais toutes deux savaient que les chances s'amenuisaient avec chaque jour qui passait. Aucune photo sur les affiches de personnes disparues. Aucune correspondance dans la base de données de la police. Personne ne cherchant une femme d'environ 30 ans, aux cheveux bruns et aux yeux clairs. Pour le monde extérieur, elle n'existait tout simplement pas. La seule chose qu'elle avait, c'était les cauchemars. Toujours les mêmes. Traverser une rue sombre, regarder par-dessus son épaule comme si quelqu'un la suivait. Puis des phares apparaissant de nulle part, l'aveuglant. Le bruit des pneus crissant sur l'asphalte. Et le cri, son propre cri, avant que tout ne devienne noir. Le docteur Dubois disait que c'était un souvenir fragmenté de l'accident. Mais Chloé savait qu'il y avait plus que ça, car dans le rêve, avant les phares, elle tenait toujours quelque chose, un morceau de papier, une adresse, et elle ressentait un sentiment d'urgence, comme si elle se dirigeait enfin vers une rencontre importante. Puis, dans les rêves les plus intenses, venait la pire partie. La voix d'un enfant l'appelant, criant un mot qu'elle ne pouvait pas comprendre, une voix qui lui faisait si mal au cœur qu'elle se réveillait en larmes, sans savoir pourquoi. « Je vous ai apporté quelque chose, » dit Isabelle, la sortant de ses sombres pensées. De la poche de son uniforme, elle sortit un petit carnet bleu et quelques stylos de couleur. « J'ai pensé que ça pourrait t'aider, vous savez, à noter tout ce qui vous vient à l'esprit, ou à dessiner. » Chloé prit le carnet, passant le bout de ses doigts sur la couverture lisse. « Merci, » dit-elle, sincèrement reconnaissante pour cette gentillesse. Après le départ de l'infirmière, Chloé ouvrit une page blanche. Elle fixa le papier vide, si semblable au vide de son esprit. Puis, sans trop réfléchir, elle commença à dessiner. Sa main bougeait presque d'elle-même. Les lignes devinrent des formes. Les formes formèrent un visage,
Un petit visage aux joues rondes et aux grands yeux. Une petite fille. Chloé contempla le dessin, le cœur battant. Qui était cet enfant? Pourquoi ses doigts savaient-ils esquisser ce visage spécifique, alors que son esprit ne reconnaissait rien? Elle tourna rapidement la page, déstabilisée par l'intensité de ses sentiments. Sur la nouvelle page, elle écrivit quelques mots qui tourbillonnaient souvent dans son esprit, sans savoir s'ils signifiaient quelque chose. Antoine, promesse cachée, photo, carton, fuir. Le dernier mot la fit trembler. Fuir. Fuyait-elle quelqu'un, quelque chose? L'après-midi passa lentement. Le docteur Dubois lui rendit visite, confirmant qu'elle pourrait commencer à marcher sans béquille dans environ une semaine, et promit une autre séance avec la psychologue, spécialisée dans les traumatismes et la perte de mémoire. « J'espère toujours que votre mémoire reviendra spontanément, » dit-il, comme il le faisait toujours. L'amnésie post-traumatique se résout souvent avec le temps, mais ses yeux disaient le contraire. Chloé était à l'hôpital plus longtemps que la normale. Bientôt, des problèmes administratifs se poseraient. Qui paierait son traitement? Où irait-elle ensuite? Comment vivrait-elle sans identité, sans passé, sans rien? Cette nuit-là, le cauchemar fut différent. Il commença de la manière habituelle, la rue sombre, les phares, l'impact. Mais ensuite, au lieu de l'obscurité habituelle, elle se vit dans une petite pièce, assise sur un lit étroit. Dans ses bras, la petite fille du dessin dormait paisiblement. Dans le rêve, Chloé ressentait un amour immense pour cet enfant, si grand qu'il tenait à peine dans sa poitrine. Elle ressentait aussi de la peur, une peur constante et corrosive qui la faisait vérifier la fenêtre à plusieurs reprises, s'assurant qu'elle était verrouillée. La scène changea. Maintenant, elle était debout, regardant la même fille, mais éveillée. Elle tenait le petit visage de l'enfant dans ses mains. Tu dois toujours garder ça avec toi. C'est très important. S'il arrive quelque chose, montre-le à quelqu'un qui peut t'aider. Dans le rêve, Chloé tendait quelque chose à l'enfant, une photo. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant dans sa poitrine, les mots résonnant dans son esprit. Ce n'était pas juste un rêve, c'était un souvenir. Elle en était sûre. « J'ai une fille », murmura-t-elle dans la pièce vide. La révélation la frappa comme une avalanche. Une fille, un petit enfant qui dépendait d'elle, un enfant qui pourrait être seul quelque part, se demandant pourquoi sa mère n'était jamais revenue. Oh mon Dieu, Chloé se couvrit la bouche, se sentant mal. Je l'ai abandonnée. Non, ce n'était pas intentionnel. Elle allait revenir. L'accident s'est produit, et maintenant, elle ne connaissait même pas le nom de sa fille, ni où la trouver. La panique la saisit, suffocante. Elle rejeta les couvertures et essaya de se lever, même si elle savait qu'elle n'avait nulle part où aller. Où chercherait-elle? Comment trouverait-elle un enfant dont elle ne connaissait le visage que par des rêves et des dessins? La porte s'ouvrit et l'infirmière de nuit se précipita, alertée par les changements sur les moniteurs. « Chloé, ça va ?»« Ma fille ?» réussit-elle à dire entre des respirations courtes et douloureuses. « J'ai une fille. » L'infirmière l'aida à se rallonger, essayant de la calmer. « Je vais appeler le médecin. D'accord ? Respirez profondément. » Quand elle fut de nouveau seule, Chloé attrapa le carnet sur la table de chevet et se tourna vers le dessin qu'elle avait fait. Elle fixa le visage de la fillette, comme si la pure volonté pouvait lui faire se souvenir du nom de l'enfant. « Qui es-tu » murmura-t-elle au dessin. « Où es-tu maintenant ?» Une larme silencieuse roula sur sa joue. Un autre fragment remonta à travers le brouillard de son esprit. Une adresse, incomplète, mais réelle. Un endroit où elle se dirigeait cette nuit-là. Chloé prit un stylo et écrivit dans le coin de la page. 82 avenue Foch. C'était tout. Pas de numéro d'appartement, pas d'autres détails. Mais c'était un début. Cette nuit-là, alors que le léger sédatif faisait effet et lui permettait enfin de dormir, Chloé fit une promesse silencieuse à la fillette sans nom de ses rêves. Elle se souviendrait. Elle retrouverait son chemin. D'une manière ou d'une autre, elle trouverait sa fille. Et peut-être qu'en la trouvant, elle se trouverait aussi elle-même. Aux confins de la conscience et du rêve, un autre mot lui parvint, comme un murmure lointain. Margot. Elle essaya de s'y accrocher, de le répéter,
mais le sommeil était trop fort. Ainsi, la femme sans nom continua de rêver de la petite fille qui l'attendait peut-être encore quelque part. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Margot était entrée dans la vie d'Antoine. L'appartement, autrefois plus proche d'une maison témoin que d'un véritable lieu de vie, était maintenant vivant. Des dessins colorés sur le réfrigérateur, des jouets soigneusement rangés dans des boîtes autour du salon, une petite paire de baskets à côté de ses chaussures italiennes, chères à l'entrée. Des changements subtils qui signifiaient tout. L'automne était arrivé, apportant des vents plus froids et des feuilles dorées que Margot aimait collectionner lors de leur promenade au parc. Antoine en avait fait une routine le dimanche. Il se levait de tôt, prenait le petit déjeuner dans une boulangerie voisine, puis passait des heures au parc, quel que soit le temps. « Anto, regarde celle-ci !» cria Margot en courant vers lui avec une feuille rouge parfaite. « C'est la plus grande de toutes !» Antoine sourit, s'agenouillant pour examiner son trésor. « Waouh, elle est vraiment spéciale. Gardons-la dans ton livre, d'accord ?» Margot hocha la tête, plaçant soigneusement la feuille dans un petit sac qu'elle portait pour sa collection. Elle avait tellement changé ces dernières semaines. Ses yeux ne contenaient plus cette peur constante. Son rire venait plus facilement et surtout, elle dormait toute la nuit sans cauchemar. La première semaine, Antoine se précipitait dans sa chambre, au moins 2 fois par nuit, réveillé par ses cris terrifiés. Maintenant, les nuits étaient paisibles. Comme le disait Madame Michaud, la nounou qui s'occupait de Margot pendant qu'il travaillait. Cette fille se sent enfin en sécurité. La sécurité. C'était quelque chose qu'Antoine n'avait jamais apprécié auparavant. Il avait toujours vécu pour les risques, pour les réalisations, pour le prochain défi. Maintenant, créer un environnement sûr pour Margot était devenu sa priorité. Quand ils rentrèrent à la maison ce dimanche après-midi, ils trouvèrent Madame Michaud dans la cuisine, en train de préparer un rôti. « Un timing parfait, sourit-elle. Ce sera prêt dans 10 minutes. » « Merci d'avoir fait ça pendant votre jour de congé, dit Antoine. La femme plus âgée haussa les épaules. « Les stand to Spain. J'aime cuisiner pour vous tous. De plus, cette petite a besoin de vraie nourriture, pas seulement des plats à emporter que vous commandez toujours. » Antoine ne pouvait pas contester. Avant Margot, il utilisait à peine la cuisine. Maintenant, grâce à Madame Michaud, il y avait des repas faits maison presque tous les jours, et Margot, qui mangeait peu et lentement, comme pour faire durer la nourriture, avait maintenant un appétit sain. Après le dîner, ils se dirigèrent vers le salon. C'était l'heure de leur routine nocturne préférée. Antoine lisait des histoires pendant que Margot écoutait, blottie sur ses genoux. « Laquelle ce soir, ma puce ?» Margot sortit un nouveau livre de l'étagère. Antoine avait commencé à apporter un livre différent tous les 2 ou 3 jours, amassant rapidement une impressionnante bibliothèque pour enfants. « Celui-ci, dit-elle, en montrant la couverture colorée d'une histoire sur une fille qui avait une étoile pour amie. Ils s'installèrent sur le grand canapé. Margot se blottit contre lui comme un chaton, ses cheveux sentant le shampoing à la fraise. Antoine commença à lire, changeant sa voix pour chaque personnage, comme elle aimait. Pendant qu'il lisait, son esprit dériva vers combien sa vie avait changé. Les longues heures au bureau, les dîners d'affaires qui s'éternisaient jusqu'au petit matin, les voyages soudains, tout cela appartenait au passé. Maintenant, il rentrait à 18 heures, sans exception. Pendant les réunions, il gardait son téléphone près de lui, au cas où Madame Michaud aurait besoin de lui. Même Sophie, son assistante, avait remarqué le changement. « Je ne vous ai jamais vu refuser une vidéoconférence à 21 heures avant, dit-elle un matin. Cette petite fille fait des miracles. » Et c'était vrai. Margot avait transformé non seulement son appartement, mais ses priorités, ses valeurs, sa propre identité. Le détective continuait de chercher clair, mais les pistes étaient rares. Antoine commençait à accepter qu'il ne découvrirait peut-être jamais ce qui était vraiment arrivé à sa sœur. Pourtant, il était déterminé à honorer sa mémoire en s'occupant de Margot comme si elle était sa propre fille. Et ainsi, l'étoile brilla plus fort que jamais, éclairant le chemin du retour. Lut Antoine la dernière ligne, fermant le livre. Margot resta silencieuse, pensive. « Tu penses que les étoiles peuvent nous aider à trouver les gens ?»
demanda-t-elle soudainement. La question serra le cœur d'Antoine. « Quelle personne, ma puce ?» « Comme maman. » Antoine posa le livre de côté et ajusta Margot sur ses genoux pour la regarder dans les yeux. « Nous faisons tout notre possible pour la trouver. Tu te souviens que je t'ai parlé de cet homme spécial qui la cherche ?» Margot hocha la tête. « Mais, et s'il ne la trouve pas ?» C'était la première fois en plusieurs semaines qu'elle parlait directement de sa mère. Antoine choisit ses mots avec soin. « Alors, nous continuerons à être une famille, toi et moi, et nous continuerons à aimer ta maman, même si nous ne savons pas où elle est. » Margot y réfléchit, ses petits doigts jouant avec le bouton de sa chemise. Puis, tout à coup, elle se pencha en avant, enlaçant son cou de ses bras dans un câlin serré. « Je t'aime, Anto », murmura-t-elle, ses mots étouffés contre son épaule. C'était la première fois qu'elle le disait. Antoine sentit ses yeux le piquer. « Je t'aime aussi, ma puce », répondit-il, la voix rauque. « Tellement. » Ils restèrent ainsi un long moment, enveloppés dans le silence confortable de la nuit. Quand Margot se retira enfin, il y avait une nouvelle sérénité dans ses yeux, comme si elle avait pris une décision importante. « Maman m'a dit quelque chose, » dit-elle doucement, comme si elle partageait un secret. Elle a dit que si quelque chose arrivait, je devais tenir fermement la photo, parce que l'homme dessus avait des yeux gentils. Antoine se figea. L'homme sur la photo était lui-même, debout à côté de Claire lors du dernier Noël qu'ils avaient passé ensemble avant leur grande dispute. « Elle a dit ça de moi ?» réussit-il à demander, à peine capable de former les mots. Margot hocha la tête solennellement. Elle regardait beaucoup la photo. Parfois, elle pleurait. Elle disait qu'un jour, elle te reverrait. Les mots frappèrent Antoine comme la foudre. Claire avait gardé sa photo toutes ces années. Elle avait parlé de lui à Margot. Elle avait prévu de le chercher. À cet instant, les ponts invisibles reliant le passé et le présent, la perte et les retrouvailles, le désespoir et l'espoir semblèrent mal se matérialiser devant ses yeux. Claire avait envoyé Margot à lui. Pas intentionnellement peut-être, mais l'univers avait accompli le plan qu'elle n'avait pas pu terminer. « Merci de me l'avoir dit », dit Antoine en embrassant le sommet de la tête de Margot. « C'est le cadeau le plus important que tu pouvais me faire. » Cette nuit-là, en couchant Margot, Antoine fit une promesse silencieuse à sa sœur absente. Il trouverait Claire, peu importe le temps que cela prendrait. Et jusqu'à ce moment-là, il s'occuperait de sa fille comme du trésor précieux qu'elle était, car maintenant il avait aussi des yeux gentils, des yeux qui voyaient enfin ce qui comptait vraiment. La chambre 307 de l'hôpital Hôtel-Dieu était calme, à l'exception du bip régulier des équipements médicaux. Chloé, toujours appelée ainsi par tout le monde, était assise sur le lit, griffonnant dans son carnet bleu. Ces dernières semaines, c'était devenu son encre, le seul endroit où elle pouvait essayer d'organiser les fragments confus qui remontaient à la surface de son esprit. Les pages étaient remplies de dessins, le visage de la fillette maintenant plus détaillé. Une maison qu'elle ne reconnaissait pas, mais qu'elle pouvait dessiner avec précision. Et plus récemment, un homme, grand, aux larges épaules, aux yeux intenses. Toujours le même homme. Le docteur Lévesque, sa psychologue, s'intéressait particulièrement à ses dessins. « Avez-vous une idée de qui il pourrait être ?» demanda-t-elle lors de la séance de ce matin-là. Chloé secoua la tête. « J'ai l'impression que je devrais savoir, mais... » Elle hésita. « Parfois, je me réveille avec un nom sur le bout de la langue. Anto. C'est ça. Anto, répéta la docteure en prenant des notes. Et que ressentez-vous quand vous pensez à ce nom ? C'était difficile à expliquer, un tourbillon d'émotions contradictoires. De la peur, dit-elle finalement. Pas de lui, plutôt la peur de lui faire face, comme si j'avais fait quelque chose de terrible. Elle fit une pause, fronçant les sourcils. Mais je ressens aussi un manque profond et douloureux. La nuit précédente, elle avait fait un rêve plus clair. Elle était dans un salon lumineux, décoré pour Noël. L'homme de ses dessins était là, plus jeune, riant. Elle l'appelait « frère ». Il trinquait, prenait des photos. Puis la scène changea. Des cris, des accusations, des mots durs. Elle était sortie en trombe, jurant de ne jamais revenir.
Je crois que c'est mon frère, dit-elle à la psychologue. Et nous avons eu une grosse dispute. Le docteur Lévesque hocha la tête, encourageante. C'est une grande avancée, Chloé. Votre mémoire revient petit à petit. Mais ce n'était pas suffisant. Elle ne connaissait toujours pas son vrai nom. Elle ne savait pas où trouver sa fille, car maintenant, elle était absolument sûre que la fillette de ses dessins était son enfant. Et si l'homme était vraiment son frère, pourquoi se sentait-elle à la fois effrayée de lui et désespérée de le voir? Il y a quelque chose qui s'appelle le blocage émotionnel, expliqua la docteure. Parfois, quand un souvenir est trop douloureux, notre cerveau le bloque, même si nous commençons à récupérer d'autres souvenirs. Chloé pensa au sentiment qui la hantait. Une vigilance constante, regarder par-dessus son épaule, la peur d'être trouvée. Elle fuyait quelqu'un. C'était peut-être pour cela que même avant l'accident, elle se cachait certains souvenirs à elle-même. Cet après-midi-là, après la kinésithérapie, Chloé s'assit près de sa fenêtre, regardant les gens aller et venir dans la rue en bas. Son corps était presque entièrement rétabli. Bientôt, elle serait renvoyée. Et ensuite, où irait une femme sans nom, sans document, sans passé? Plus important encore, comment trouverait-elle sa fille? Elle ferma les yeux, essayant de forcer le souvenir. Elle devait se souvenir. Elle le devait. C'est alors que le mot apparut, clair comme le jour. Dubois. Ses yeux s'ouvrirent en grand, son cœur s'emballant. Dubois, son nom de famille. Ou peut-être le sien, celui de son frère. Elle attrapa le carnet et écrivit « Antoine Dubois ». Elle fixa le nom, ressentant une étrange familiarité. Oui, c'était ça. Antoine Dubois était son frère, et son propre nom devait aussi être Dubois. « Claire », murmura-t-elle dans la pièce vide. « Claire Dubois ». Le nom s'ajustait parfaitement, comme une pièce de puzzle s'emboîtant dans son esprit fragmenté. Claire. Elle était Claire. Elle alluma la petite télévision dans la chambre, zappant frénétiquement. Elle cherchait toute nouvelle sur une femme disparue, nommée Claire Dubois, ou sur un homme d'affaires nommé Antoine Dubois, car d'une manière ou d'une autre, elle savait qu'Anto était le diminutif d'Antoine. Elle ne trouva rien. Elle éteignit la télé, frustrée, mais aussi étrangement soulagée. S'il n'y avait pas de nouvelles, peut-être que personne ne la cherchait. C'était peut-être plus sûr. Cette nuit-là, après la ronde des infirmières, Claire, qui n'était plus Chloé dans son propre esprit, ouvrit la dernière page de son carnet et commença à écrire une lettre. « Antoine, je ne sais pas si tu liras jamais ceci. Je ne suis même pas sûre de te retrouver un jour. Mais écrire aide à organiser les pensées qui reviennent enfin. Je me souviens de notre dernière rencontre, des choses terribles que nous nous sommes dites. Tu avais raison sur beaucoup de points. Je gâchais ma vie. Je me suis mêlé à des gens dangereux. J'étais perdu. Ce que tu ne savais pas, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'étais déjà enceinte cette nuit-là. Et c'est pour elle, pour Margot, que j'ai enfin trouvé la force de changer. Mais le passé ne nous lâche pas facilement, n'est-ce pas? Les gens que je connaissais, les dettes que j'ai accumulées, les erreurs que j'ai commises, tout cela m'a poursuivi. Pendant des années, j'ai vécu en fuite avec ma fille, changeant de ville, changeant de nom, regardant toujours par-dessus mon épaule. J'ai pensé de nombreuses fois à venir te voir. J'ai même conduit près de ton immeuble une fois, mais je n'ai pas pu me résoudre à monter. Comment pouvais-je demander pardon après si longtemps? Comment pouvais-je me présenter avec une nièce dont tu ignorais l'existence? Maintenant, après l'accident, je ne sais même pas où est Margot. J'ai l'impression d'avoir échoué en tant que mère, en tant que sœur, en tant que personne. J'ai tellement peur, Antoine. Si tu lis ceci, si tu m'as retrouvé d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît, aide-moi à trouver ma fille. Ta sœur, même si tu ne me vois plus de cette façon, Claire. Elle plia le papier et le glissa sous son oreiller. Il n'y avait aucun moyen de l'envoyer, bien sûr, mais l'écrire la faisait se sentir plus proche de son frère et, d'une certaine manière, plus proche d'elle-même. De l'autre côté de la ville, Antoine Dubois se gara devant un petit bâtiment simple. C'était le 5e foyer pour sans-abri qu'il visitait cette semaine-là. « Monsieur Dubois, je suis monsieur le maire, directeur du centre d'accueil. » Un homme d'âge mûr le salua à l'entrée, lui tendant la main. Antoine remarqua des callosités sur ses doigts,
des mains habituées au travail acharné. « Merci de me recevoir, dit-il. Comme je l'ai mentionné au téléphone, je cherche des informations sur ma sœur, Claire. » Monsieur le maire le conduisit dans un couloir étroit jusqu'à un petit bureau. « Nous n'avons pas beaucoup de dossiers officiels, expliqua-t-il. Mais j'ai été intrigué quand vous avez mentionné son nom. Nous avons eu une Claire ici pendant quelques semaines, il y a environ 6 mois. Elle avait une petite fille. » Le cœur d'Antoine battait la chamade. « Ce serait elle, Claire Dubois, n'est-ce pas ?» Monsieur le maire hocha la tête. « Elle n'a pas utilisé de nom de famille ici, mais oui, la description que vous avez donnée correspond. Cheveux bruns, yeux clairs, environ 30 ans, et la fille, Margot, je crois, avait 4 ans. » Les murs nus du foyer semblèrent tourner autour d'Antoine. C'était réel. Claire avait été en vie à quelques kilomètres de là, seulement quelques mois plus tôt. « Savez-vous où elle est allée après ça ?» Monsieur le maire secoua la tête. « Malheureusement, non. Un jour, elles ne sont tout simplement pas revenues. Ça arrive souvent ici. Les gens vont et viennent. » Il fit une pause, se souvenant de quelque chose. « Attendez. Claire a laissé quelques affaires derrière elle. Rien de valeur, mais nous les avons gardées quelques mois au cas où elle reviendrait. » Monsieur le maire se leva et se dirigea vers une armoire de rangement dans le coin du bureau. Après avoir fouillé un peu, il en sortit une petite boîte en carton. « Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais peut-être que ça aidera. » Antoine ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvaient quelques objets personnels, une écharpe, un petit miroir de poche, quelques photographies, dont une copie de celle que Margot portait, un carnet d'adresses bien usé, et en dessous de tout, une enveloppe. « Je peux ?» demanda Antoine, indiquant l'enveloppe. « Bien sûr, ce sont ses affaires, si vous êtes vraiment son frère. » Antoine ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre qui n'avait jamais été envoyée. Son nom était écrit en haut, d'une écriture qu'il reconnaîtrait n'importe où. « Antoine, j'ai essayé d'écrire cette lettre tant de fois que j'ai perdu le compte. Les mots ne semblent jamais justes. Comment expliquer 5 ans de silence? Comment demander pardon pour les choses que j'ai dites, pour avoir disparu comme ça? Je n'ai aucune excuse. Tu avais raison sur beaucoup de choses cette nuit-là. Je détruisais ma vie. Mais ce que tu ne savais pas, ce que je savais à peine moi-même à l'époque, c'est que j'étais enceinte. Margot est née 8 mois après notre dispute. Elle est parfaite, Antoine, intelligente, forte, gentille. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Grâce à elle, j'ai réussi à arrêter la drogue et à quitter les gens qui me tiraient vers le bas. Mais les problèmes que j'avais créés avant sa naissance n'ont pas disparu. Les dettes, les gens dangereux avec qui je me suis impliqué, ils nous ont suivis. C'est pourquoi nous avons déménagé de ville en ville. Pourquoi j'ai utilisé de faux noms. Je suis fatigué de fuir, Antoine, de regarder par-dessus mon épaule, de priver Margot d'un foyer stable. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Margot a ton regard. Tu sais, cette détermination têtue. Je lui montre la photo que nous avons prise à notre dernier Noël ensemble. Je lui raconte des histoires sur l'oncle Antoine, l'homme le plus intelligent et le plus courageux que je connaisse. Demain, je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. Je vais te chercher. J'ai ton adresse. J'ai peur pour être honnête, peur que tu me détestes, peur que tu ne vois que mes erreurs, que tu ne me donnes pas une chance de montrer que j'ai changé. Mais je dois essayer. Pour Margot, pour moi, pour nous. S'il y a encore une place dans ton cœur pour ta sœur à problème, s'il te plaît, ouvre la porte quand je frapperai. Avec amour et espoir, Claire. La date en haut de la lettre était 2 jours avant qu'Antoine ne trouve Margot dans la rue. Il ferma les yeux, des larmes coulant sur son visage. Claire était en route pour le voir. Après 5 ans, elle revenait enfin. Et quelque chose s'était passé en chemin. « Monsieur Dubois, ça va ?» La voix inquiète de monsieur le maire le ramena à la réalité. « Elle venait me voir, dit-il, la voix étranglée. Le jour de sa disparition. » Le directeur du foyer posa une main douce sur son épaule. « Je suis vraiment désolé. » Antoine prit une profonde inspiration, s'essuyant le visage avec le dos de sa main. « Je dois la trouver. Elle pourrait être... »
Il ne put finir sa phrase. Il ne voulait pas penser au pire. Pas maintenant qu'il tenait cette lettre, cette preuve que Claire avait voulu revenir dans sa vie, qu'elle avait changé, qu'elle l'aimait malgré tout. « Avez-vous essayé les hôpitaux » demanda monsieur le maire. « Si quelque chose s'est passé en chemin ?» Antoine hocha la tête. « Mon détective a vérifié toutes les admissions sous son nom, mais n'a rien trouvé. Et les patients non identifiés ? Malheureusement, il est courant que les sans-abri soient admis sans papier d'identité. » Il n'y avait pas pensé. « Comment puis-je vérifier ?»« Je peux aider » offrit monsieur le maire. « Nous sommes en partenariat avec plusieurs hôpitaux de la région. Laissez-moi passer quelques appels. » Pendant l'heure qui suivit, monsieur le maire passa une série d'appels, décrivant Claire avec tous les détails qu'Antoine pouvait fournir. La plupart des hôpitaux n'avaient aucune information utile. Quelques-uns promirent de vérifier et de rappeler. Puis, sur l'avant-dernier appel, ils obtinrent leur première vraie piste. « Docteur Dubois, c'est monsieur le maire du centre d'accueil. »« Oui, je vais bien, merci. J'appelle pour un cas spécial. Nous cherchons une femme d'environ 30 ans, cheveux bruns, yeux clairs, possiblement admise sans identification ces 2 ou 3 derniers mois. » Antoine regarda anxieusement l'expression de monsieur le maire changer. « Vraiment ? Depuis combien de temps est-elle là ? » « Amnésie post-traumatique. »« Je comprends. Oui, j'ai quelqu'un ici qui pourrait être un parent. Pourrions-nous passer aujourd'hui ? » « Excellent, merci beaucoup. » Il raccrocha le téléphone, se tournant vers Antoine avec des yeux brillants. « Hôpital Hôtel-Dieu. Ils ont une patiente non identifiée là-bas depuis plus de 3 mois. Une femme d'une 30aine d'années, retrouvée après un délit de fuite. Elle est amnésique. » Antoine sentit l'air lui manquer. « Ça pourrait être elle, » murmura-t-il. « Le médecin a dit que nous pouvions y aller tout de suite. Il nous recevra en personne. » Antoine ramassa la boîte des affaires de Claire, plaçant soigneusement la lettre dans la poche intérieure de sa veste. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit qu'il pouvait à nouveau respirer. Il y avait une chance de réparer le passé, une chance de réunir sa sœur avec sa fille, une chance d'avoir à nouveau une famille entière. « Allons-y, » dit-il, la voix stable malgré les émotions qui menaçaient de le submerger. « Allons la trouver. » En conduisant vers l'hôpital Hôtel-Dieu, les mots de Claire de la lettre du foyer résonnaient dans son esprit. « S'il y a encore une place dans ton cœur pour ta sœur à problème, s'il te plaît, ouvre la porte quand je frapperai. » Il n'allait pas seulement ouvrir la porte, il allait la trouver, la ramener à la maison, lui montrer qu'il y avait toujours eu une place dans son cœur, plus qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer. L'hôpital Hôtel-Dieu avait cette odeur inimitable qu'Antoine avait toujours détestée, un mélange de désinfectant et de quelque chose d'indéfinissable qui criait la maladie. Il suivit le docteur Dubois dans le couloir blanc, essayant de contenir l'anxiété qui faisait battre son cœur à tout rompre. « Je dois vous prévenir, monsieur Dubois, » dit le médecin pendant qu'il marchait, « que même si c'est votre sœur, elle pourrait ne pas vous reconnaître tout de suite. L'amnésie post-traumatique peut être imprévisible. » Antoine se contenta de hocher la tête, serrant la poignée de la mallette contenant une copie de la photo que Margot portait, et d'autres documents qui pourraient prouver l'identité de Claire. La lettre dans la poche de sa veste lui semblait brûler contre sa poitrine. « Se souvient-elle de quelque chose ?» demanda-t-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Des fragments, des rêves ?» Ces dernières semaines, elle dessine le visage d'un enfant et mentionne un nom, Anto. C'est là que j'ai commencé à soupçonner qu'il pourrait s'agir d'un blocage émotionnel plutôt que d'un simple traumatisme physique. Ils s'arrêtèrent devant la chambre 307. Le docteur Dubois se tourna vers lui avec une expression sérieuse. « Je vais entrer en premier. La préparer. Attendez ici jusqu'à ce que je vous appelle. D'accord ?» Antoine voulut protester. Il voulait défoncer la porte, serrer Claire dans ses bras, lui dire que tout irait bien. Mais il se contenta d'acquiescer, s'appuyant contre le mur du couloir pendant que le médecin entrait. 5 minutes qui parurent une éternité. Finalement, la porte s'ouvrit à nouveau. « Vous pouvez entrer maintenant, monsieur Dubois ?» Le cœur dans la gorge, Antoine s'avança. Puis, après 15 ans de distance émotionnelle,
5 ans à la croire morte et 3 mois de recherches effrénées. Il vit sa sœur. Claire était assise sur le lit, portant une simple blouse d'hôpital. Elle semblait plus mince qu'il ne s'en souvenait, son visage un peu plus anguleux, avec de petites rides autour des yeux qui n'étaient pas là avant. Ses cheveux bruns étaient plus courts, effleurant ses épaules. Mais ses yeux, des yeux du bois, du même gris-bleu que les siens, étaient inimitables. Elle le fixa, confuse. Il n'y avait pas de reconnaissance immédiate dans son regard, juste de la curiosité et peut-être une pointe de peur. Claire fut tout ce qu'il put dire, sa voix fonctionnant à peine. Quelque chose se passa alors, subtil, mais perceptible. Un tremblement sembla parcourir son corps. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et sa respiration s'accéléra. « Vous me connaissez » dit-elle. Ce n'était pas une question. Antoine fit un autre pas, gardant toujours une distance prudente pour ne pas l'effrayer. « Oui, je suis Antoine. Anto, ton frère. » Claire porta la main à sa bouche, ses yeux se remplissant soudain de larmes qu'elle ne comprenait pas. Son corps reconnaissait quelque chose que son esprit n'avait pas encore saisi. Elle se tenait devant quelqu'un d'important, quelqu'un qui faisait partie d'elle. « Je ne me souviens pas, » dit-elle, les larmes coulant maintenant sur ses joues. « Pourquoi je pleure? Pourquoi ça fait si mal de te voir ?» Antoine sentit ses propres yeux brûler. Il se rapprocha, toujours avec hésitation. « Je peux » demanda-t-il, indiquant le bord du lit. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes avec le dos de ses mains. « Le docteur Dubois dit que vous pourriez être mon frère, que vous avez des preuves. »« J'en ai, » répondit-il, ouvrant la mallette et sortant la photo que Margot portait. La même photo trouvée parmi les affaires de Claire au foyer, eux deux à Noël, juste avant que la famille ne se brise. Claire prit la photo doucement, comme si c'était quelque chose de précieux et fragile. Ses doigts effleurèrent son visage, puis le sien sur la photo, presque avec révérence. « C'est moi, » murmura-t-elle, non comme une question, mais comme une affirmation. Son esprit reconnaissait le moment. « C'est Jean et toi. »« Oui, Noël 2019, chez nos parents, en Normandie. » Elle continua de la regarder, absorbant chaque détail. « On a l'air heureux. »« Nous l'étions, » confirma Antoine. « Pas toujours, bien sûr. On se battait comme des chiffonniers quand on était enfant. » Un sourire triste apparut sur ses lèvres. « Tu étais trop têtu pour ton propre bien. » Claire leva son regard de la photo pour rencontrer ses yeux. « Je le suis toujours, » dit-elle, et pendant un instant, elle ressembla presque à la Claire qu'il connaissait. « Je suppose que c'est pour ça que j'ai survécu. » L'air entre eux était chargé d'émotions, de questions non posées, d'histoires non racontées, d'années de distance. Antoine voulait la serrer dans ses bras, lui dire à quel point elle lui avait manqué, à quel point il était désolé pour tout, mais il devait y aller doucement. Cette Claire était, à certains égards, une étrangère avec le visage de sa sœur. « J'ai autre chose à te montrer, » dit-il doucement. « Quelque chose qui pourrait aider ta mémoire. » Antoine sortit son téléphone, ouvrant une photo récente de Margot, souriante alors qu'elle tentait de résoudre un puzzle trop avancé pour son âge. La réaction de Claire fut immédiate. Elle haleta, portant à nouveau les mains à sa bouche, les yeux rivés sur l'écran. « Cette fille, » murmura-t-elle, « c'est elle, dans mes rêves. » Dans les jours qui suivirent, Antoine réorganisa toute sa vie pour passer le plus de temps possible à l'hôpital. Il arrivait tôt le matin, avant le petit déjeuner, et ne rentrait chez lui que le soir, après que Margot se soit déjà endormie sous la garde de Madame Michaud. Claire n'eut pas une récupération miraculeuse de sa mémoire. Il n'y eut pas de moment eureka soudain. Au lieu de cela, il y eut de petits pas en avant, des moments de clarté dans la brume. Antoine apporta des photos, lui raconta des histoires d'enfance, parla de leurs parents, décédés dans un accident d'avion 5 ans plus tôt, peu après la dispute entre frères et sœurs. Parfois, Claire écoutait simplement, impassible. D'autres fois, ses yeux pétillaient de reconnaissance. « Il y avait une cabane dans les arbres, dit-elle un jour de nulle part. Tu es tombé et tu t'es cassé le bras.
Antoine sourit, surpris et ému. Oui, j'avais 10 ans. Tu en avais 7. J'ai essayé de grimper par l'extérieur au lieu d'utiliser l'échelle pour frimer. Typique, marmonna-t-elle. Pour la première fois, un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Un matin particulièrement bon, près de 2 semaines après leur retrouvaille, Antoine arriva à l'hôpital avec des nouvelles. « Le médecin a dit que tu pouvais avoir un autre visiteur aujourd'hui », annonça-t-il, essayant de contenir son excitation. « Quelqu'un de très spécial veut te voir. » Claire, qui passait maintenant la plupart de son temps dans un fauteuil près de la fenêtre plutôt que dans son lit, le regarda curieusement. « Qui ? C'est une surprise, » dit Antoine en souriant. « J'ai juste besoin de savoir si tu es prête. Si c'est trop, on peut attendre. » Elle réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Je suis prête. » 1 heure plus tard, après une discussion prudente avec le docteur Dubois, Antoine retourna dans la chambre en tenant la main de Margot. La petite fille était nerveuse, se mordant la lèvre inférieure, un geste si semblable à celui de Claire que cela le peinait. Antoine s'agenouilla devant elle dans le couloir, ajustant le nœud dans ses cheveux. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ? Maman ne se sent pas bien et ne se souvient pas de tout pour le moment, alors nous devons l'aider doucement. »« D'accord ?» Margot hocha la tête solennellement. « Je ne peux pas lui sauter dessus ni parler trop fort. »« Exactement, ma puce. Prête à entrer ?» Quand ils entrèrent dans la chambre, Claire se tenait près de la fenêtre. Elle se retourna au bruit de la porte et se figea à la vue de l'enfant, tenant la main d'Antoine. Ce fut un moment électrique. L'air semblait vibrer d'une énergie presque tangible. Margot fixa sa mère, les yeux grands ouverts, la bouche légèrement entr'ouverte. Claire la regarda en retour, une émotion brute et primale envahissant son visage. « Margot » murmura Claire, le nom sortant comme une prière. À cet instant, Antoine sut que peu importait la quantité de sa mémoire consciente que Claire avait perdue. Son cœur, son corps, son âme connaissaient en sa fille. Margot regarda Antoine comme pour demander la permission. Quand il fit un léger signe de tête, elle lâcha sa main et marcha prudemment vers Claire. Elle s'arrêta à quelques pas, soudainement timide. « Salut, maman !» Claire s'agenouilla, se mettant au niveau de sa fille. Ses mains tremblaient alors qu'elle les tendait, n'osant pas encore la toucher. « Margot !» répéta-t-elle, et cette fois, il y avait plus de reconnaissance dans sa voix. « Ma Margot !» Ce fut la fillette qui combla le dernier fossé, se jetant dans les bras de sa mère avec un petit sanglot. Claire la serra fort, enfouissant son visage dans les cheveux de sa fille, son corps entier secoué par des émotions qui dépassaient la mémoire ou la raison. Antoine regarda de loin, les larmes coulant librement sur son visage. C'était un début fragile, incertain, mais réel. Les semaines suivantes apportèrent plus de progrès. Avec les visites régulières de Margot, les souvenirs de Claire semblaient revenir plus rapidement. L'enfant agissait comme un pont vers le passé, chaque geste ou mot déclenchant de nouvelles réminiscences. 1 mois après leur première rencontre, Claire sortit de l'hôpital. Antoine avait préparé pour elle la chambre d'amis de son appartement, celle qui n'était pas utilisée par Margot. « Juste jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise d'avoir ton propre espace », expliqua-t-il en l'aidant à s'installer. Sans pression. Claire hocha la tête, reconnaissante. Il y avait encore des lacunes dans sa mémoire. Des périodes entières de sa vie restaient sombres, mais chaque jour apportait plus de clarté, plus de connexion avec qui elle avait été. Les premiers jours dans l'appartement furent une adaptation pour tous. Margot oscillait entre des moments de pure joie d'avoir sa mère de retour et des périodes de confusion lorsque Claire ne se souvenait pas de quelque chose qui lui paraissait évident. « Je n'aime pas les pommes vertes, seulement les rouges », dit-elle un matin lorsque Claire coupa le mauvais fruit pour son goûter. Claire parut dévastée de ne pas savoir quelque chose d'aussi basique sur son propre enfant. Plus tard, Antoine la trouva en larmes sur le balcon. « Je suis une étrangère pour elle », murmura Claire quand il s'assit à côté d'elle. « Et le pire, c'est qu'elle n'est pas une étrangère pour moi. Je l'aime complètement, même si je ne me souviens pas de tout. »« Donne-lui du temps », conseilla Antoine. « Vous réapprenez à vous connaître. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. »
De petits moments s'accumulèrent, Claire réapprenant à tresser les cheveux de Margot comme elle les aimait. Margot montrant patiemment à sa mère ses livres, jouets et vêtements préférés. Les deux dessinant ensemble, Claire surprise de découvrir qu'elle dessinait aussi bien qu'à son adolescence. Puis, un soir ordinaire, 2 mois après le retour de Claire, elle entra dans le bureau d'Antoine après que Margot se fut couchée. « On peut parler ?» demanda-t-elle, la voix sérieuse. Antoine lui fit signe de s'asseoir. « Bien sûr. Il s'est passé quelque chose ?» Claire s'assit, les mains agitées sur ses genoux. « Je me souviens de tout maintenant, ou presque tout. » Il se redressa, soudainement alerte. « Tout. La dispute, pourquoi je suis parti, les années d'absence. Margot ?» Elle hésita, les yeux baissés. « Les choses terribles que j'ai faites, les gens avec qui je me suis impliqué. » Antoine étudia son profil, remarquant comment elle semblait plus âgée à ce moment-là. Pas physiquement, mais comme si le poids de ses souvenirs revenant l'avait vieilli de l'intérieur. « Claire, rien de tout ça n'a d'importance maintenant. »« Si, ça en a, » insista-t-elle, rencontrant enfin ses yeux. « J'ai besoin que tu comprennes pourquoi je suis restée si longtemps à l'écart. Pourquoi je n'ai pas demandé d'aide quand les choses ont mal tourné. »« La honte, » dit simplement Antoine. « Tu avais honte ?» Claire cligna des yeux, surprise. « Comment le sais-tu ? Ta lettre ? Celle que tu n'as jamais envoyée ? Je l'ai trouvée au foyer. » Elle ferma les yeux un instant, absorbant cela. « Qu'est-ce que tu sais d'autre ? Que tu étais en route pour me voir le jour de l'accident. Que tu as gardé ma photo toutes ces années. Que tu as parlé de moi à Margot. » Claire hocha la tête, des larmes coulant silencieusement. « Je suis désolé, Anto, pour tout, pour les années perdues, pour ne pas avoir été assez forte pour demander de l'aide plus tôt. » Antoine se leva, contourna le bureau et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je n'ai pas besoin des raisons, Claire. Je veux juste que tu sois de retour. » Elle le regarda, ses yeux identiques débordant d'une gratitude si profonde que ça faisait mal. « Le jour de l'accident, commença-t-elle, la voix tremblante, j'ai enfin trouvé le courage. J'ai passé des semaines à répéter ce que je dirais, à imaginer comment tu réagirais. » Claire fit une pause, prenant une profonde inspiration pour se stabiliser avant de continuer. « J'ai laissé Margot avec la propriétaire, promettant d'être de retour dans quelques heures. J'avais ton adresse écrite sur un bout de papier. Je traversais la rue quand... » Sa voix se brisa. « Quand quoi ?» la poussa doucement Antoine. « J'ai vu une voiture. J'ai reconnu quelqu'un à qui je devais de l'argent. Une personne dangereuse. J'ai cru qu'il m'avait trouvé, qu'il me suivait. » Elle ferma les yeux, le revivant. J'ai paniqué. J'ai commencé à courir. Je n'ai pas vu l'autre voiture arriver. Claire rouvrit les yeux, maintenant inondée de larmes. Je me souviens des phares venant droit sur moi. Je me souviens avoir crié à l'aide, et puis plus rien. Elle prit une inspiration tremblante. Le pire, c'est que c'était probablement une coïncidence. La voiture que je pensais me suivre, ce n'était peut-être pas la même personne. Ma peur m'a aveuglé. Antoine sentit quelque chose se briser en lui. Savoir que Claire avait été si proche, à quelques rues de son immeuble, à quelques instants de frapper à sa porte quand l'accident s'est produit. Savoir que les retrouvailles qui auraient pu avoir lieu des mois plus tôt n'étaient qu'à quelques secondes. « Antoine !» demanda Claire, inquiète de son silence. Il n'avait pas réalisé qu'il pleurait, jusqu'à ce qu'il sente sa main sur son visage, essuyant une larme. « On était si proches, murmura-t-il, si proches de se retrouver ce jour-là. Je sais. » La douleur de cette prise de conscience le déchira. Tant de mois perdus, tant de souffrances qui auraient pu être évitées pour Claire, pour Margot, pour lui. Mais derrière la douleur vint une autre émotion, la gratitude. Parce que malgré tout, Claire n'avait jamais abandonné. Elle avait gardé sa photo, parlé de lui à Margot, avait finalement trouvé le courage de le chercher. Et maintenant, il avait la chance de ne pas l'abandonner non plus. Antoine se leva et attira Claire dans une étreinte serrée, quelque chose qu'ils n'avaient pas partagé depuis leur adolescence. Elle la lui rendit avec une égale intensité, son corps mince tremblant dans ses bras. «
Nous sommes ensemble maintenant, dit-il dans ses cheveux. C'est tout ce qui compte. Quand ils se séparèrent, Claire arborait un sourire tremblant. « Tu es vraiment l'homme aux yeux gentils de la photo. » Antoine rit, essuyant ses propres larmes. « C'est une histoire que tu devras me raconter un jour. »« Je te les raconterai toutes, » promit Claire. « Nous avons le temps maintenant. » Et c'était vrai. Après 15 ans de séparation, 5 ans à croire l'autre perdu pour toujours, ils avaient enfin du temps. Du temps pour guérir, pour reconstruire, pour être la famille qu'ils étaient toujours censés être. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'accident, Claire dormit sans cauchemar, et Antoine, dans sa propre chambre, ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis l'enfance. La route à venir serait encore longue. Claire aurait besoin d'un traitement continu pour rétablir son identité légale, pour décider de ce qu'elle voulait faire de sa vie. Mais rien de tout cela ne semblait plus effrayant, car il n'était pas seul. Et cela, plus que tout, faisait toute la différence. Le printemps arriva sur la ville, apportant non seulement des fleurs et des jours plus longs, mais aussi une nouvelle vie à l'appartement qui avait autrefois semblé n'être qu'une étape pour Antoine. 3 mois s'étaient écoulés depuis la sortie de Claire de l'hôpital, et la transformation était visible dans tous les coins. La cuisine, autrefois immaculée et rarement utilisée, montrait maintenant des traces de farine sur le comptoir et des dessins colorés collés au réfrigérateur avec des aimants en forme de fruits. Le salon, autrefois aussi minimaliste qu'une page de catalogue, avait maintenant des livres pour enfants empilés à côté du canapé et une boîte de jouets stratégiquement placée. Les murs blancs immaculés affichèrent de nouvelles œuvres d'art lumineuses, certaines achetées, d'autres créées par Margot elle-même, fièrement signées de son écriture maladroite. Chaque matin, Antoine se retrouvait à admirer ces changements en buvant son café. Le silence oppressant qu'il n'avait jamais remarqué auparavant était remplacé par toutes sortes de sons. Le bruit des petits chaussons dans le couloir, des rires venant de la pièce voisine, l'eau qui coule quand Claire prend sa douche en fredonnant un vieil air, le cliquetis des couverts contre les assiettes pendant les repas partagés, des sons de vie. En ce samedi matin particulièrement ensoleillé, il regardait Claire et Margot dans la cuisine préparer le petit déjeuner. Sa sœur portait un simple tablier, les cheveux relevés en un chignon décontracté. Margot se tenait sur un tabouret à côté d'elle, la langue sortant du coin de la bouche, alors qu'elle concentrait toute sa détermination de 4 ans à casser un œuf sans en renverser partout. « Doucement, ma chérie, » instruisit Claire patiemment. « Tape-le légèrement, puis utilise tes pouces pour écarter la coquille. » Antoine sourit, s'appuyant contre l'embrasure de la porte. Ces petites scènes domestiques, si courantes pour de nombreuses familles, étaient des trésors pour eux. Chaque moment partagé semblait compenser un peu les années perdues. « Anto » s'exclama Margot, le remarquant enfin. « On fait des crêpes avec des fraises et du miel et des bananes. Ça a l'air délicieux, » répondit-il en entrant pour voir leur progrès. « Je peux aider ? Tu peux couper les fruits, » suggéra Claire en lui tendant une petite planche à découper et un couteau. Et faire le café. Margot voulait faire quelque chose de spécial parce que c'est le jour des crêpes. Claire n'avait pas besoin d'expliquer. Les crêpes du dimanche étaient devenues une tradition sacrée ces dernières semaines. Cela avait commencé accidentellement lorsque Claire avait trouvé une vieille recette que leur mère avait l'habitude de faire. C'était maintenant un rituel chéri. Margot aidait à mélanger la pâte, Claire s'occupait de la cuisson et Antoine mettait la table et coupait les fruits. Une routine simple qui guérissait en quelque sorte de vieilles blessures. Il se déplaçait naturellement dans la cuisine, un ballet silencieux de personnes qui avaient appris à partager l'espace. Claire savait maintenant où se trouvait chaque ustensile. Antoine savait exactement comment elle aimait son café, fort avec une touche de cannelle. Margot savait que sa place était entre les 2 adultes, littéralement et métaphoriquement. « C'est l'heure de retourner », annonça Claire, et Margot se pencha, fascinée par le retournement expert de la crêpe de sa mère. « Je veux essayer », supplia-t-elle en tendant la main vers la spatule. Claire hésita, regardant Antoine, qui se contenta de hausser les épaules, amusé. Qu'est-ce qu'une cuisine sans un peu de désordre, n'est-ce pas? Claire rit
et guida la main de Margot sur la spatule. « D'accord, on va en essayer une petite. » La première tentative fut un désastre. La crêpe colla à la spatule et finit à moitié dans la poêle, à moitié sur la cuisinière. Mais le rire de Margot était si contagieux que bientôt ils riaient tous. Au moment où ils s'assirent d'œil pour manger, Antoine réalisa à quel point ces matins de week-end paresseux comptaient pour eux tous. Les jours de semaine étaient plus pressés. Il dirigeait toujours son entreprise, bien qu'il ait délégué plus de responsabilités pour pouvoir rentrer plus tôt. Claire avait commencé à travailler à temps partiel dans une école maternelle locale, où son talent pour travailler avec les enfants et ses compétences artistiques étaient rapidement appréciées. Et Margot, maintenant inscrite dans une école maternelle voisine, s'épanouissait dans son nouvel environnement stable. Mais les week-ends leur appartenaient. Du temps pour récupérer ce qui avait été perdu, pour construire de nouveaux souvenirs. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui » demanda Margot, une moustache de sirop d'érable, ornant sa lèvre supérieure. Claire et Antoine échangèrent un regard complice. « On pense qu'il est temps que tu apprennes à faire du vélo, » répondit Claire en souriant. Sans les petites roues. Les yeux de Margot s'écarquillèrent, un mélange d'excitation et de peur. « Mais je vais tomber. » Probablement, acquiesça Antoine sur son ton pragmatique habituel. « Mais nous serons là pour te relever. » Il se pencha pour essuyer le sirop de son visage avec une serviette. « Tu es courageuse, Margot. Tu te souviens comment tu avais peur de dormir seule? Maintenant, tu nous demandes même d'éteindre les lumières. »« Ça, c'était quand j'étais petite, » déclara-t-elle avec tout le sérieux d'un enfant dont les peurs ne dataient que de quelques semaines. Claire rit, partageant un regard affectueux avec Antoine. « Bien sûr, tu es si grande maintenant. Je ne te laisserai pas te faire mal, » ajouta Antoine, voyant l'inquiétude persistante dans les yeux de sa nièce. « Je promets de te tenir jusqu'à ce que tu attrapes le coup. » Après le petit déjeuner, ils se changèrent en vêtements confortables. Le vélo, qu'Antoine avait acheté des semaines plus tôt, attendant le bon moment, fut sorti du rangement. Il était rose avec des accents violets, exactement comme Margot l'avait dessiné sur l'un de ses dessins. Au parc, Antoine ajusta le casque sur la tête de Margot, tandis que Claire préparait l'appareil photo de son téléphone. C'était une journée parfaite pour les premières fois. Ciel clair, brise légère, des familles, partout profitant du beau temps. « Prête ?» demanda Antoine, tenant le vélo par la selle et le guidon. Margot hocha la tête, déterminée, malgré la peur évidente. Elle posa ses pieds sur les pédales, ses petites mains agrippant fermement le guidon. « Souviens-toi de ce dont on a parlé, » instruisit calmement Antoine. « Regarde devant, pas en bas. Pédale régulièrement. Si tu commences à pencher, tourne légèrement le guidon dans cette direction. » Claire regardait de loin, prenant des photos. Son cœur débordait d'une joie qu'elle pouvait à peine contenir. Voir Antoine et Margot ensemble, si patients et attentionnés, était un cadeau qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir. La différence avec ces jours sombres de fuite constante, de peur, de dettes et de gens dangereux semblait presque surréaliste. Les premiers essais se déroulèrent, comme prévu. Margot pouvait à peine avancer de quelques mètres avant de vaciller dangereusement. Antoine courait à côté, la tenant stable, l'encourageant à continuer. « Tu t'en sors très bien, » dit-il. « N'arrête pas de pédaler. » Après une demi-heure de tentative, une petite chute causa plus de peur que de mal. Margot s'assit sur l'herbe, la lèvre inférieure tremblante. « C'est trop difficile, » se plaignit-elle, les yeux brillants de larmes non versées. « Je n'y arriverai jamais. » Antoine s'agenouilla devant elle, repoussant une mèche de cheveux sous son casque. « Tu sais pourquoi c'est difficile ?» Elle secoua la tête. « Parce que ça en vaut la peine, » expliqua-t-il simplement. « Les meilleures choses de la vie sont généralement difficiles au début, mais quand on y arrive enfin, quand on y arrive, c'est la meilleure sensation du monde. » Il jeta un bref regard à Claire, qui s'était approchée et regardait maintenant avec un doux sourire. Comme retrouver les gens qu'on aime après avoir pensé les avoir perdus pour toujours. Ces mots semblèrent résonner autant chez Margot que chez Claire. Claire s'agenouilla à côté d'eux, posant une main sur l'épaule de son frère. « Il a raison, ma chérie, » ajouta-t-elle. « Tu es plus forte que tu ne le penses.
Regarde tout ce que tu as déjà surmonté. » Margot regarda de l'un à l'autre, absorbant leur encouragement. La détermination remplaça la défaite sur son visage. « Je peux réessayer ?» Antoine ressentit une immense fierté à sa question. « Bien sûr que tu peux, ma puce, autant de fois que tu veux. » Cette fois, quelque chose se débloqua. Peut-être était-ce la confiance ou son corps, trouvant enfin son équilibre naturel. Mais Margot réussit à pédaler sur une plus longue distance. Antoine courut à côté, tenant toujours le vélo, sentant qu'elle avait besoin de moins de soutien à chaque mètre. Puis, sans prévenir, il lâcha prise. C'était presque instinctif. Il réalisa qu'elle était stable, l'élan la maintenant droite, et ses doigts glissèrent simplement de la selle. Pendant quelques secondes magiques, Margot roulait seule, complètement inconsciente qu'Antoine ne la tenait plus. Quand elle le remarqua enfin, le choc faillit la faire tomber, mais elle réussit à maintenir son équilibre pendant quelques mètres de plus avant de s'arrêter. « Anto !»« Maman !»« J'ai réussi !» cria-t-elle, son visage illuminé par un sourire plus brillant que le soleil. La célébration fut immédiate. Claire accourut, la serrant dans ses bras et la couvrant de baisers. Antoine arriva quelques secondes plus tard, la soulevant dans les airs dans un câlin qui la fit crier de joie. « Je savais que tu pouvais le faire, » dit-il, la fierté évidente dans sa voix. « Tu es incroyable, ma puce. » Le reste de l'après-midi se passa en une série de balades de plus en plus confiantes. Margot tomba encore quelques fois, mais elle se relevait immédiatement, déterminée à maîtriser sa nouvelle compétence. Au moment de rentrer à la maison, fatiguée et heureux, elle bavardait sans arrêt sur la façon dont elle pourrait bientôt aller à l'école à vélo. « Allons-y doucement, » rit Claire, partageant un regard complice avec Antoine. « Un pas à la fois, d'accord ? Ou un coup de pédale à la fois, » ajouta Antoine en ébouriffant les cheveux de Margot. Après un simple dîner, ils s'installèrent tous les trois dans le salon. C'était l'heure d'un autre rituel du week-end, passer en revue de vieilles photos et souvenirs qu'Antoine avait stockés dans son placard pendant des années. « Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui ?» demanda Margot en se blottissant entre eux sur le tapis moelleux. Antoine sortit une boîte qu'il n'avait pas encore ouverte. « Je pense que ce sont des albums de quand on était enfant, » dit-il en l'ouvrant. « De la maison de nos parents, en Normandie. La première fois qu'ils avaient ouvert une de ces boîtes, des semaines auparavant, avait été tendue. » Claire se remettait encore, ses souvenirs revenant par fragments. Il y avait la peur que les photos déclenchent des souvenirs douloureux, ou pire, aucun souvenir du tout. Mais au lieu de cela, elles étaient devenues un outil puissant dans sa guérison. Chaque image aidant à combler les vides, à reconnecter Claire avec son passé. Elle prit l'un des albums, l'ouvrant avec précaution. Sa mémoire était presque complète maintenant, mais il y avait encore des moments qui semblaient appartenir à une autre personne, à une autre vie. « Regarde ça !» dit-elle, en tournant l'album pour qu'il puisse voir une photo de deux adolescents souriants, assis sur un ponton, les pieds ballants au-dessus de l'eau. « Le lac de... Tu avais quoi, 13 ans ?» Antoine hocha la tête, regardant de plus près. « Et tu en avais 10. C'est là que tu es tombé en essayant d'attraper une grenouille ? Tu te souviens ?» Claire rit, le son léger et sincère. « Et tu as sauté pour me sauver, même si je savais parfaitement nager. » « L'instinct de grand frère, » dit Antoine en haussant les épaules, souriant. Je ne pouvais pas l'éteindre. « Toujours pas, » observa doucement Claire. « Sauf que maintenant, tu nous sauves toutes les deux. » Le commentaire resta en suspens dans l'air, chargé d'une gratitude inexprimée. Antoine se racla la gorge, tournant la page de l'album pour cacher l'émotion qui menaçait de le submerger. Margot regardait, fascinée, pendant qu'il parcourait l'album, montrant des photos et racontant des histoires. Antoine et Claire au bal de l'école, les Noëls en famille, les vacances à la plage. Une vie normale qui semblait maintenant si lointaine. Soudain, Margot montra une photo. Deux jeunes enfants assis devant un immense sapin de Noël, portant des pyjamas assortis. « C'est toi, Anto ? Et c'est maman ?» demanda-t-elle, la curiosité pétillant dans ses yeux. Claire et Antoine échangèrent un regard significatif. C'était un moment qu'ils avaient repoussé, principalement parce que Margot semblait si contente de la situation, mais ils savaient qu'ils devraient clarifier leurs liens familiaux à un moment donné.
Antoine ferma l'album et le mit de côté. Il s'assit face à Margot, prenant doucement ses petites mains dans les siennes. « Oui, ma puce. C'est moi et ta maman quand on était petit. Et il y a autre chose que tu dois savoir, Margot. Je suis ton oncle. » Margot resta silencieuse, traitant l'information. Ses yeux passèrent d'Antoine à Claire et vice-versa, comme si elle assemblait les pièces d'un puzzle. « Oncle » répéta-t-elle en testant le mot. Comme dans l'histoire que tu m'as lue sur les 3 petits cochons, où le cochon plus âgé était l'oncle des autres. Antoine sourit de la comparaison. Quelque chose comme ça. Ta maman est ma petite sœur. Ça fait de moi ton oncle. Ce qui veut dire que nous sommes une vraie famille, ajouta doucement Claire. Pas seulement des gens qui vivent ensemble. Margot resta pensive quelques instants de plus. Puis, soudain, un grand sourire illumina son visage. « Alors, tu es mon vrai oncle. Je pensais que tu étais juste mon Anto. » La simplicité de sa réponse fit rire les adultes, relâchant la tension qu'ils avaient accumulée en anticipant cette conversation. « Je suis ton vrai oncle, » confirma Antoine, « mais je suis toujours ton Anto aussi. Je peux être les deux, non ?» Margot répondit par un câlin serré, ses petits bras atteignant à peine ses épaules. « J'aime avoir un oncle, » déclara-t-elle, le serrant toujours. « Maintenant, j'ai une grande famille pour de vrai. » Claire regarda la scène, trop émue pour parler. Pendant des années, elle avait traîné Margot d'un endroit à l'autre, toujours en fuite, toujours effrayée. Margot n'avait jamais connu la stabilité, la sécurité, ou le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que juste une mère et sa fille contre le monde. Maintenant, pour la première fois, Claire sentait que Margot avait des racines. Et Antoine, qui n'avait vécu que pour le travail pendant si longtemps, avait maintenant un nouveau rôle, un rôle qui le rendait clairement plus heureux que n'importe quel succès professionnel n'aurait jamais pu le faire. Le printemps céda la place à l'été et l'été à l'automne. Les saisons passèrent avec une aisance naturelle qui semblait autrefois impossible pour une famille construite sur tant de souffrances et de séparation. Leurs journées prirent un rythme confortable. Margot, maintenant âgée de 5 ans, allait à l'école maternelle à plein temps. Au début, la séparation était difficile. Elle s'accrochait aux adultes à la porte de la classe, craignant qu'ils ne reviennent pas. Mais avec de la patience et de la constance, sa confiance grandit. En quelques semaines, elle courait à l'intérieur, s'arrêtant à peine pour dire au revoir. « À plus tard !» criait-elle, son sac à dos à imprimer dinosaure rebondissant alors qu'elle se précipitait pour retrouver ses amis. Claire, maintenant officiellement Claire Dubois, à nouveau après un long processus pour récupérer ses documents, avait été promue coordinatrice de projet à l'école maternelle où elle travaillait. Son projet de lecture communautaire, qui combinait livres et arts, fut un immense succès, attirant l'attention d'autres écoles de la région. « C'est comme si j'avais découvert quelque chose qui était toujours en moi », dit-elle à Antoine un soir après que Margot se fut couchée. Quelque chose qui a survécu à tout. Antoine comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Il avait lui-même redécouvert des parties de lui-même qu'il pensait avoir perdues. La capacité de rire ouvertement, la patience, la joie des petites choses. Il dirigeait toujours son entreprise, bien sûr, mais avec une nouvelle perspective. Les réunions tard le soir étaient remplacées par des dîners en famille. Les voyages d'affaires, lorsqu'ils étaient inévitables, étaient de plus courts. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, il prit de vraies vacances, 2 semaines entières à la plage, à construire des châteaux de sable avec Margot et à discuter avec Claire sous un ciel étoilé. L'appartement, autrefois si stérile, semblait maintenant trop petit pour contenir tout cet amour. Antoine avait acheté une maison en Normandie, spacieuse, avec un jardin pour que Margot puisse courir et que Claire puisse planter des fleurs. Il prévoyait d'emménager le mois suivant. « Tu penses qu'elle s'adaptera bien ?» demanda Claire à Antoine, inquiète de la façon dont Margot se sentirait en quittant le seul foyer stable qu'elle ait connu. « Elle va adorer », répondit Antoine avec confiance. « Tu te souviens à quel point elle était excitée par sa nouvelle chambre et la balançoire dans le jardin ? De plus, ajouta-t-il, nous serons toujours tous les 3 ensemble. C'est ce qui compte pour elle. » Un dimanche après-midi tranquille, ils étaient tous les 3 dans le jardin de la nouvelle maison, profitant du beau temps avant le déménagement officiel.
Claire était assise dans un fauteuil confortable, lisant un livre à voix haute. De la poésie, sa plus récente découverte. Antoine arrosait les nouvelles plantes qu'ils avaient achetées la veille. Margot poursuivait les papillons parmi les parterres de fleurs, son rire résonnant dans l'espace ouvert. « Regarde, Anto !» cria-t-elle en montrant le ciel. « Un arc-en-ciel !» Antoine et Claire levèrent les yeux. En effet, un faible arc-en-ciel traversait le ciel bleu, laissé par une légère pluie plus tôt dans la journée. « C'est un signe de bonne chance, » dit Antoine en posant l'arrosoir. « On dit que si on trouve le bout de l'arc-en-ciel, il y a un pot d'or qui nous attend. »« On peut aller voir ?» demanda Margot, les yeux brillants d'excitation. Claire rit. « Un arc-en-ciel, c'est juste de la lumière et de l'eau, ma chérie. Il n'a pas de fin physique qu'on peut toucher. » « De toute façon, dit Antoine en prenant Margot dans ses bras, nous avons déjà trouvé notre trésor, n'est-ce pas ?» Ils firent une pause pour un goûter sur la terrasse. La table était simplement dressée avec des sandwichs, des fruits frais et de la limonade. Alors qu'ils mangeaient en discutant des plans pour la nouvelle maison, Margot aperçut quelque chose sur le mur du salon, visible à travers la porte vitrée. « Je peux voir les photos ?» demanda-t-elle en montrant du doigt. Claire hocha la tête et ils entrèrent tous. Sur le mur principal du salon étaient accrochées 2 photos encadrées côte à côte. La première, toujours protégée par son plastique usé, était la photo d'Antoine et Claire à leur dernier Noël ensemble. La même que Margot avait portée sur elle quand elle était dans la rue, son seul lien avec une famille qu'elle connaissait à peine. À côté se trouvait une photo récente. Eux 3 dans le parc, souriant à l'appareil photo, la lumière du soleil les baignant d'une lueur dorée. Margot au centre, Claire à gauche, Antoine à droite. Tous connectés, tous à leur place. Margot fixa les 2 photos un long moment, son expression soudainement sérieuse. Puis, les montrant du doigt, elle dit « La première, c'est nous quand on était perdus. La deuxième, c'est nous quand on a été retrouvés. » L'observation simple mais profonde prit Claire et Antoine par surprise. Ils se regardèrent par-dessus la tête de Margot, les larmes brillant dans leurs yeux, un sourire complice sur leurs lèvres. Parce qu'elle avait raison. Bien sûr, leur histoire n'avait pas eu une fin heureuse immédiate. Il y avait eu de la douleur, de la séparation, des années perdues qu'ils ne pourraient jamais récupérer. Mais ils avaient obtenu quelque chose de mieux qu'un heureux pour toujours facile. Ils avaient eu un tout nouveau départ. Une seconde chance construite sur la patience, le pardon et l'amour. Antoine s'agenouilla au niveau de Margot. « Quand tu as trouvé cette photo parmi tes affaires, tu te souviens. C'était comme si c'était magique, te guidant vers moi. »« Comme l'étoile dans le livre que tu m'as lu hier ?» demanda Margot. « Celle qui montrait le chemin de la maison ?»« Exactement, » acquiesça Claire, émue par la comparaison. Margot toucha le cadre de la vieille photo. « C'est là que tout a commencé, hein ?» Antoine sourit, passant doucement la main sur son petit visage. « C'est là que tout est revenu. » Claire les rejoignit et les 3 s'assirent sur le canapé, contemplant les photographies qui racontaient leur histoire. Ils n'étaient pas une famille parfaite. Il y avait encore des jours difficiles et des cicatrices que le temps n'effacerait jamais complètement. Mais ils étaient de nouveau entiers. Et cela, ils l'avaient appris, était plus que suffisant. C'était tout. « Devinez ce que ma maîtresse a demandé aujourd'hui ?» dit soudain Margot, brisant le silence confortable. « Quoi donc ?» demanda Claire. « Elle a demandé ce que je veux être quand je serai grande. » Margot fit une pause dramatique. « Et j'ai dit que je veux être heureuse, comme maintenant. » Antoine sentit son cœur se gonfler dans sa poitrine. Il regarda sa sœur, sa nièce, cette famille improbable qu'ils avaient reconstruite sur les décombres de tant de tragédies et de séparations. La route avait été longue et douloureuse. Il y eut des moments où il semblait impossible pour eux d'atteindre ce point. Mais ils l'avaient en fait, et surtout, ils connaissaient maintenant le chemin du retour. Fin avec espoir, vérité et amour. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À bientôt dans la prochaine.